Un pas, deux pas, trois pas, boum. C'est ce que l'Ukraine a prévu pour la Russie en 2026, puisqu'elle vient de dévoiler une approche géniale en 3 volets, conçue pour mettre fin instantanément à la guerre menée par la Russie. C'est brillant. Mis au point par les stratèges innovants de l'Ukraine, ce plan a été conçu pour frapper la Russie là où ça fait mal, en Ukraine et à l'intérieur même de la Russie. Cela retire aussi certains des avantages clés que la Russie détient depuis le début de la guerre. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir comment l'Ukraine va concrétiser son plan et paralyser la Russie. D'abord, voyons la première des 3 étapes. Fermer définitivement l'espace aérien ukrainien à la Russie. Le ministre de la Défense ukrainien, Mikhailo Fedorov, annonce que ceci est la première phase d'un plan en 3 étapes, visant à mettre fin à la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Dans un message sur Telegram, Fedorov a expliqué que la priorité était de protéger les civils et les infrastructures. Notre objectif est d'identifier 100% des menaces aériennes en temps réel et d'intercepter au moins 95% des missiles et des drones. On comprend pourquoi l'Ukraine débute son plan contre la Russie en renforçant ses défenses aériennes. Les drones, missiles et bombes guidées russes sont sans doute les principaux outils de Poutine pour affaiblir l'armée ukrainienne et terroriser la population. En janvier seulement, la Russie a tiré 91 missiles balistiques sur l'Ukraine, soit le total mensuel le plus élevé depuis l'invasion de Poutine. Ces 91 missiles balistiques faisaient partie de frappes aériennes au cours desquelles la Russie a tiré au total 158 missiles, environ 5500 bombes aériennes guidées, et plus de 6000 drones d'attaque sur l'Ukraine. Le plan de Poutine est clairement de submerger les défenses aériennes ukrainiennes, et la Russie y réussit mieux que ce que souhaite l'Ukraine. Durant l'hiver, la Russie a mené une campagne intense contre le réseau énergétique ukrainien, laissant fin janvier plus de 1,2 million d'Ukrainiens sans électricité. Les frappes aériennes de la Russie visent davantage les civils que l'armée, et cela se reflète également dans le nombre impressionnant de victimes civiles que l'Ukraine a subies. Selon les données recueillies par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, la Russie a infligé 56 550 victimes civiles à l'Ukraine jusqu'au 30, et un janvier 2024. Cela se décompose en 15 172 civils tués et 41 378 blessés, et ce ne sont que les victimes que l'ONU a pu confirmer. Dire que les frappes aériennes sont la seule cause de ces victimes est inexact, mais elles sont sans doute le principal facteur, car missiles, drones et bombes russes frappent les villes ukrainiennes presque chaque semaine. Fyodorov indique que l'Ukraine a déjà un plan pour limiter l'impact des attaques aériennes russes, dont l'achèvement marquera aussi la fin de la première phase de sa stratégie en 3 étapes. Le développement d'un système de défense aérienne multicouche compacte et la production d'intercepteurs ont déjà commencé. D'importants changements organisationnels ont commencé, déclare Fyodorov, ajoutant que, lorsque le ciel est fermé, le pays fonctionne. La mention des intercepteurs est importante. Les drones d'attaque russes, en plus de leurs dégâts, visent à épuiser les ressources de défense aérienne ukrainiennes. Un drone de type Shahed ne coûte à la Russie qu'environ 35 000 $ à fabriquer. Et ce n'est certainement pas le genre de cible sur laquelle l'Ukraine souhaite gaspiller un missile de défense aérienne, qui pourrait coûter 5 ou 10 fois plus cher. Il vaudrait mieux pour l'Ukraine de développer une défense aérienne, permettant d'abattre les drones Shahed avec des armes moins chères, afin que la Russie perde plus d'argent qu'elle n'en fait perdre à l'Ukraine à chaque attaque de drone. Voici le drone intercepteur. Le média United 44 a rapporté le 24 février que l'Ukraine a considérablement augmenté l'efficacité de ses drones intercepteurs, qui sont désormais responsables de la destruction de 30% des projectiles que la Russie lance contre l'Ukraine. Chacun de ces drones est peu coûteux et peut être produit à grande échelle, l'Ukraine ne dépensant que de 3 000 à 5 000 $ par unité. En d'autres termes, un intercepteur qui détruit un drone de type Shahed permet non seulement de potentiellement sauver une cible à l'intérieur de l'Ukraine, mais coûte également 35 000 $ à la Russie. Multipliez cela par des milliers de Shahed détruits, et l'Ukraine dépense peu pour creuser un grand trou dans le trésor de guerre russe. Ceci pourrait être un indice pour la 3e étape de la stratégie ukrainienne. Mais avant cela, abordons la 2e étape. Avec le ciel protégé, idéalement au point où l'Ukraine atteint un taux d'interception de 95% pour les projectiles russes, les civils et les soldats ukrainiens au sol peuvent travailler avec un peu moins de peur. Ils peuvent aussi se concentrer sur l'objectif, faire payer à la Russie chaque parcelle de territoire qu'elle parvient à conquérir en Ukraine en soldats et en matériel.
L'idée est qu'une défense meurtrière équivaut à une offensive puissante, car elle oblige la Russie à dépenser bien plus de ressources qu'elle n'en a. Et c'est la deuxième étape, saigner la Russie à blanc sur terre, en mer et dans le cyberespace. Ce domaine paraît prioritaire pour Fiodorov, comme il l'indique sur Telegram. La ligne de front tient grâce à l'héroïsme inébranlable des soldats ukrainiens. L'ennemi paie le prix de chaque kilomètre de terre ukrainienne. Dans la région de Donetsk, il y a 56 soldats par kilomètre carré. Notre référence est de plus de 200 occupants tués par kilomètre carré, déclare Fiodorov. La logique ici est assez simple. La Russie dispose de X soldats. Si l'Ukraine peut en détruire Y, ce qui est plus que X par kilomètre carré, alors cela anéantit complètement l'armée russe. L'Ukraine doit encore progresser pour atteindre cet objectif. En 2025, la Russie a réussi à capturer 4831 km² en Ukraine selon l'Institut pour l'étude de la guerre, ou ISWO. Ce chiffre est discutable, car la Russie revendiquait souvent à tort la prise de territoires non conquis fin 2025, alors que Poutine cherchait désespérément un levier pour les négociations de paix. Mais si nous prenons ce chiffre pour acquis, nous pouvons l'utiliser pour calculer le taux de perte de la Russie par kilomètre carré en 2025. Selon le Centre d'études stratégiques et internationales, la Russie a subi environ 415 000 pertes l'année dernière. Si nous divisons ce chiffre par 4831, nous obtenons un taux de perte de près de 86 soldats russes pour chaque kilomètre carré. Fiodorov veut plus que doubler ce taux. Est-ce même possible? Si l'on en croit les premiers mois de 2026, l'Ukraine est peut-être déjà sur la bonne voie. Selon un rapport de l'ISW publié le 20 février, la Russie a saisi 572 km² de l'Ukraine, entre le 1er janvier et ce que nous supposons être le 19 février, car l'ISW aurait eu besoin de temps pour compiler son rapport avant la publication du 20 février. Cela représente 50 jours de combat au cours desquels la Russie a réussi à occuper 11,44 km² de l'Ukraine par jour. Multipliez ce chiffre par les 31 jours de janvier et vous obtenez 354,64 km. Selon Al Jazeera, l'Ukraine estime que la Russie a subi 31 680 pertes en janvier, Shamrostor. Mais un calcul rapide nous montre que le taux de perte de la Russie par kilomètre carré gagné s'élève désormais à 89,3. Ce n'est pas une grande augmentation par rapport à 2025, mais c'en est une. C'est la première étape vers l'objectif ukrainien de 200 pertes par km² souhaité par Fedorov. Il y a aussi un petit rebondissement dans cette histoire que nous allons révéler dans un instant. Le ministre de la Défense ukrainien décrit le chiffre magique de 200 comme le taux d'attrition nécessaire pour empêcher toute avancée russe en Ukraine. Jusqu'à 200, chaque augmentation du nombre de pertes par kilomètre carré obligera au moins la Russie à ralentir. Avoir des objectifs ambitieux n'est pas un problème, et l'Ukraine sait ce qu'elle doit faire pour rendre l'invasion de Poutine trop coûteuse pour la Russie en termes d'effectifs. Il y a également des signes montrant que l'Ukraine est bien partie pour obliger la Russie à prendre des décisions difficiles concernant ses effectifs. Le recrutement en Russie semble s'effondrer. Selon le Télégraphe, des analystes occidentaux estiment que la Russie recrute moins de soldats qu'elle n'en perd au cours des 3 mois précédant février. D'après le média, la Russie recrute environ 35 000 soldats par mois. Mais attendez une seconde. Nous venons de vous dire que l'Ukraine elle-même a estimé que la Russie avait perdu 31 680 hommes. Si c'est le cas, alors 35 000 recrues par mois signifie que le recrutement russe dépasse ses pertes. C'est ici que l'élément surprenant mentionné plus tôt intervient. Avant de continuer, vous regardez The Military Show, où nous offrons une vue d'ensemble, pas seulement les gros titres. Assurez-vous d'être abonné à la chaîne pour toujours garder une longueur d'avance. Il y a donc quelque chose d'étrange avec les chiffres que nous venons de partager. Et ce quelque chose, c'est que 30 et 1680 n'est pas en réalité le taux de perte de la Russie. Pour janvier 2026, c'est le nombre de morts russes. En d'autres termes, ce sont tous des soldats qui ont été complètement éliminés du champ de bataille. Ils sont hors de combat. Ils ne reviendront jamais. Morts. Lorsque vous ajoutez les autres pertes, qui incluent les blessés et les soldats faits prisonniers de guerre, le taux de perte de la Russie est en réalité plus proche de 40 000 soldats par mois. Intégrons ce chiffre dans les calculs que nous avons partagés plus tôt. Si la Russie a perdu 40 000 soldats pour les 354,64 km² qu'elle a gagnés en janvier, en supposant que nos moyennes sont correctes, cela place le taux réel de perte de la Russie à 112,7 par km². Ce n'est pas encore le chiffre magique de 200 voulu par Fedorov, mais on s'en approche.
Si l'Ukraine parvient à intensifier la destruction des forces russes tout au long de 2026, l'objectif ambitieux de 200 pertes par kilomètre carré pourrait bientôt sembler moins utopique et davantage une réalité à laquelle la Russie n'a absolument aucune réponse. Selon Artem Belenkov, qui est le chef d'état-major du redoutable bataillon Némésis d'Ukraine, l'objectif de l'Ukraine est désormais d'étendre ses zones létales, ses défenses infestées de drones qui déciment déjà les soldats russes. L'objectif est d'étendre ces zones de 25 km, soit environ 15,5 miles. Si les Russes atteignent d'autres positions, ils devraient être totalement épuisés et avoir parcouru 20 à 25 km, explique Belenkov à Euractiv. C'est une logique simple. Chaque kilomètre de plus que parcourent les soldats russes, sous le feu, donne à l'Ukraine plus de temps pour les repérer et les éliminer avant qu'ils n'atteignent les positions fortifiées. La mort attend déjà la grande majorité des Russes qui s'aventurent dans ces zones de tir. Élargir et rendre ces zones plus mortelles aidera l'Ukraine à approcher encore plus les 200 pertes russes par kilomètre carré occupé. Fyodorov expose d'autres idées dans son message sur Telegram. Nous savons comment réussir. Une liste précise de solutions et de projets existe, de l'amélioration du système d'approvisionnement et de l'achèvement de la réforme de fond à la transformation, fondée sur les données, des systèmes de formation et de commandement, selon le ministre ukrainien de la Défense. Une profonde transformation de la structure militaire ukrainienne est en cours. Si cette transformation rend les unités plus efficaces, optimise l'utilisation des données et accélère les achats, cela entraînera davantage de pertes russes. Chacune de ces pertes coûte de l'argent à la Russie, tout comme la perte de matériel qui les accompagne souvent. Et cela nous amène parfaitement à la troisième phase de la stratégie en 3 volets, qui verra l'Ukraine s'appuyer sur quelque chose qu'elle fait depuis des mois maintenant, priver la Russie des ressources économiques dont elle a besoin pour se battre. Fyodorov sait que la Russie peut acheter davantage tant qu'elle a de l'argent. Les primes à la signature peuvent être augmentées pour attirer des volontaires, qui seraient autrement restés loin de l'Ukraine. L'argent permet à la Russie de fabriquer des missiles et d'autres armes, qui sont tous utilisés contre l'Ukraine. En coupant les flux financiers vers la Russie, l'État ne pourra plus financer l'invasion de Poutine. La guerre continue car la Russie a les moyens pour les missiles, les drones, les contrats d'engagement des soldats et la propagande, déclare Fyodorov. Et la raison pour laquelle la Russie peut dépenser autant pour toutes ces choses tient à sa ressource la plus importante, le pétrole. Ainsi, la troisième partie de la stratégie en 3 volets de l'Ukraine consistera à travailler avec ses partenaires pour cibler directement la flotte fantôme russe. La Russie le vend dans le monde via la flotte fantôme, finançant ainsi la guerre. Si ce canal est fermé, les ressources de guerre baisseront fortement. Que faire ? Des sanctions renforcées, une coordination et des actions conjointes en mer avec les partenaires, ainsi qu'une stratégie contre la flotte fantôme. Fedorov est clairement sur la bonne voie. La flotte fantôme est le principal soutien de la Russie depuis l'invasion de Poutine. Alors que les sanctions pesaient lourdement sur la Russie, Poutine a constitué une flotte de pétroliers vieillissants, que la Russie utilise depuis des années, pour contourner les sanctions. Les chiffres sur la flotte fantôme restent flous, ce qui n'est pas étonnant vu sa nature. En décembre dernier, United 24 Medi a rapporté que la flotte fantôme comptait plus de 1240 navires, qui transportent ensemble environ 69% de tout le pétrole russe, exporté par voie maritime vers d'autres pays. Selon le Centre d'études stratégiques et internationales, la flotte douteuse de la Russie génère chaque année entre 87 et 100 milliards de dollars de revenus, dont la totalité peut être taxée par le Kremlin pour alimenter l'appétit vorace de Poutine pour l'invasion de l'Ukraine. C'est ce bouée de sauvetage économique que l'Ukraine doit couper. Détruire la flotte fantôme n'est pas vraiment une option, même si l'Ukraine a déjà connu un certain succès par le passé, avec des attaques contre des navires de la flotte fantôme, notamment une frappe en décembre contre le Kendil, au cours de laquelle l'Ukraine a envoyé des drones en mer Méditerranée. Plus de 1200 navires, c'est une quantité énorme. La Russie peut aussi en acheter davantage, d'autant plus qu'elle achète des pétroliers vieillissants à peine en état de naviguer, ce qui lui permet d'obtenir ces navires de la flotte fantôme à des prix cassés. Selon Fyodorov, l'Ukraine et ses partenaires doivent renforcer leur collaboration pour compliquer le transport de pétrole par la flotte fantôme vers les clients de la Russie. Les sanctions et blocus sont utiles, bien que la Russie les contourne souvent en changeant de pavillon et créant des sociétés écrans pour masquer d'où opèrent les navires de la flotte fantôme. Les saisies isolées font la une, selon le Royal United Services Institute, mais elles ne suffisent pas à stopper toute la flotte. L'Institut royal des services unis estime que l'Occident doit arrêter de faciliter la flotte fantôme en vendant des pétroliers et en permettant à la Russie de contourner les sanctions. La Grèce,
membre de l'Union européenne appliquant des sanctions contre la Russie, a pourtant aidé celle-ci à créer sa flotte fantôme en lui vendant des navires. Un vrai changement pour la Russie et sûrement l'Ukraine n'adviendra que si l'Occident soutient réellement sa rhétorique contre la flotte fantôme. Quelques mesures positives ont été prises. Par exemple, le groupe des 7 a créé une groupe de travail sur la flotte fantôme, rejointe par le Nordique Baltique 8+, afin de former un réseau de pays engagés à lutter contre la flotte fantôme. Roussi estime que ces groupes de travail devraient inclure les pays de la mer de Chine méridionale, où la flotte fantôme opère impunément et menace le trafic maritime. En résumé, il reste encore beaucoup à faire. Si l'Ukraine termine les 2 premières étapes de son plan en 3 étapes, elle pourra mieux collaborer avec ses partenaires pour mettre à mal la flotte fantôme. Une campagne coordonnée de saisie et de fermeture des failles coûtera à la Russie des milliards de dollars en vente de pétrole, argent que le Kremlin ne pourra pas taxer, alors que le déficit budgétaire pourrait tripler l'objectif officiel que la Russie s'était fixé pour 2026. Toute douleur économique infligée par l'Ukraine affaiblit la machine de guerre de Poutine. Selon Fyodorov, l'Ukraine veut rendre l'invasion aussi économiquement insoutenable pour la Russie qu'elle l'est militairement. En début de vidéo, nous vous avions invité à rester jusqu'à la fin pour découvrir comment l'Ukraine veut concrétiser ce plan. Maintenant, demandons-nous, comment mettre en œuvre un plan en 3 étapes? En créant un processus de mise en œuvre en 3 phases. Pour conclure sur Telegram, Fyodorov a dévoilé 3 actions essentielles pour que l'Ukraine réalise ses ambitieux projets. D'abord, renforcer les partenariats. Une coopération fructueuse pour un record d'aide internationale cette année. Fedorov déclare que l'achat de drones, des paiements réguliers à l'armée, le renforcement des défenses aériennes et la couverture des autres besoins des systèmes de défense sont les priorités de la première phase. Ajoutez les intentions de l'Ukraine sur la flotte fantôme et vous avez un pays qui sait que renforcer ses liens avec les opposants à Poutine affaiblira fortement la Russie. La deuxième étape vise à garantir que l'Ukraine garde son avance technologique sur la Russie. Avoir toujours 10 longueurs d'avance sur l'ennemi à chaque cycle technologique et garder l'avantage dans la guerre de l'innovation, voilà comment Fedorov le résume, un domaine où l'Ukraine a excellé. Comme le dit National Interest, l'Ukraine s'est transformée en un porc-épic d'acier qui pique la Russie à chaque fois que Poutine ordonne une attaque. L'innovation constante a défini tout ce que fait l'Ukraine, au point qu'environ 80% des pertes infligées à la Russie par l'Ukraine sont causées par des véhicules sans pilote. Avec son plan de drones intercepteurs, l'Ukraine oriente désormais cette innovation vers sa défense aérienne. D'autres arriveront avec le développement de nouveaux véhicules sans pilote et l'utilisation croissante de l'IA par l'Ukraine, bien au-delà des capacités russes. L'Ukraine doit maîtriser les mathématiques de la guerre. Plus l'Ukraine a de données, plus elle peut nuire à la Russie. Grâce à EBAL via Delta, nous recevons déjà des données de qualité du champ de bataille. La prochaine étape est de faire des données une force décisive, de voir plus, réfléchir plus vite et frapper plus précisément, affirme Fedorov. Grâce aux données, l'Ukraine peut voir venir les frappes aériennes. Elle peut en apprendre plus sur les navires de la flotte fantôme, collaborer avec ses partenaires pour les neutraliser, évaluer l'efficacité de ses efforts et ajuster ses actions pour atteindre l'objectif de 200 pertes russes par kilomètre carré. Les données sont essentielles pour l'Ukraine et soutiennent l'innovation, élément clé de la deuxième phase de sa stratégie en 3 étapes. Ce que nous voyons, c'est que Fyodorov a un plan si extraordinaire qu'il pourrait anéantir toute l'invasion russe. Dans certaines régions d'Ukraine, le plan de Fyodorov, notamment pour innover et infliger des pertes, est déjà bien avancé. Le groupe Lazar représente tout ce que Fyodorov souhaite voir dans l'ensemble de l'armée ukrainienne, car il est devenu si efficace qu'il a transformé la traque des soldats russes en une opération façon McDonald's, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Un événement incroyable vient de se passer en Ukraine. C'est historique. L'équipage d'un char ukrainien, Léopard 2 à 6, vient de réussir une destruction qui ne devrait pas être possible. Et ce n'est pas tout. Ailleurs en Ukraine, une machine à tuer imparable a été déployée, et elle est différente de tout ce que les forces russes ont jamais vu. Drone après drone a été envoyé pour l'arrêter. Tous ont échoué. Maintenant, la Russie doit faire face à une révolution des chars ukrainiens, qui met en pièces ses forces. Nous commençons par le Léopard 2 à 6. Le 8 avril, Euromaidan Press a rapporté que l'Ukraine avait réussi à réaliser une destruction record, à une distance qu'un Léopard 2 à 6 ne devrait pas être capable d'atteindre.
Le char occidental est devenu un fusil de précision dévastateur, en réussissant à toucher directement un T-72B, 3 Russes, à une distance de 5,5 km, soit environ 3,4 miles. Cela ne devrait pas être possible. Les chars ne sont pas faits pour ce genre de portée. Mais l'Ukraine affirme avoir réussi l'un des tirs de chars contre chars les plus longs jamais enregistrés. La question évidente doit être posée. Comment ? Une précision incroyable, permettant à l'obus du Léopard de toucher une zone vulnérable du T-72 russe à une telle distance, ainsi qu'un excellent système de conduite de tir en conditions hostiles, seraient les éléments clés. Beaucoup d'inconnus demeurent sur ce rapport, Army Recognition, soulignant que les conditions de la destruction restent inconnues. Nous savons que le Léopard 2A6 n'est pas conçu pour cela. Le canon lisse, Rheinmetall, de 120 mm et L55 intégré au char, est en effet impressionnant, notamment parce qu'il a été conçu pour augmenter la vitesse à la bouche, tout en maintenant une létalité à longue portée. Les obus à énergie cinétique dépassent 1700 mètres par seconde, soit environ 3800 miles par heure, tirés avec ce canon. Il n'est donc pas exclu qu'un obus de char parcourt plus de 3 miles pour toucher sa cible. Du moins, pas en termes de vitesse nécessaire. Un obus cinétique atteindrait une telle cible en moins d'une seconde. Fait intéressant, l'obus à énergie cinétique DM-53 peut atteindre une portée de 5000 mètres, selon Army Recognition dans un autre rapport. C'est seulement 500 mètres de moins que le tir record de l'Ukraine, et cela rend ce que l'Ukraine affirme avoir accompli plus plausible. Cependant, la portée et la vitesse ne sont pas les seuls obstacles à la réussite d'un tel tir. D'autres éléments doivent s'aligner. La cible visée doit être lente ou immobile. C'est tout à fait possible avec le T-72. Même si le char russe bougeait, la seconde nécessaire à un obus DM-53 pour l'atteindre rendrait ce mouvement insignifiant. Ce qui est bien plus difficile, c'est la coordination nécessaire pour rendre une frappe comme celle-ci possible en premier lieu. Ce n'est pas comme si l'équipage du Léopard 2A6 ukrainien pouvait voir le T-72 russe à une telle distance. Il fallait qu'un autre facteur rende cette frappe possible. Cela pourrait avoir été des drones. Pour réussir une frappe comme celle-ci, surtout une frappe qui aurait, selon certaines informations, permis à l'Ukraine de détruire frontalement un char russe, il faut énormément de travail en amont, avant même de pouvoir tirer. Les zones vulnérables du T-72, à savoir son anneau de tourelle, son mantelet et sa plaque inférieure, doivent être exposées et orientées dans la bonne direction, pour qu'un obus cinétique tiré par l'un des Léopard 2A6 ukrainiens puisse l'atteindre. Il ne suffit pas de repérer un char russe et de le viser à distance. La cible devait être surveillée jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement positionnée, assurant un tir ukrainien précis. C'est là que les drones ont probablement joué un rôle. La façon la plus probable dont l'Ukraine a réussi ce tir est d'avoir utilisé des drones de reconnaissance qui survolaient le T-72 que l'Ukraine affirme avoir touché. Les opérateurs de drones auraient collecté des renseignements sur la position du char russe, à transmettre à l'équipage du Léopard 2A6. Cet équipage possède quelques outils utiles dans son arsenal. Le Léopard 2A6 est doté de systèmes de contrôle de tir et de visée avancée, notamment le viseur stabilisé du tireur, MS-15, qui peut combiner l'imagerie thermique et un télémètre laser, pour permettre l'acquisition d'une cible dans toutes les conditions. Encore une fois, la portée exceptionnelle aurait posé problème, mais avec les données transmises à l'équipage par les opérateurs de drones de reconnaissance, il est possible que ces outils d'acquisition de cibles aient pu être utilisés pour aligner un tir à une distance que l'équipage du char pouvait à peine distinguer. Le système de contrôle de tir du Léopard 2A6 aurait aussi été utile ici. Ce système calcule en continu la distance, le type de munitions, les conditions environnementales, le vent, l'altitude et l'usure du canon, pour donner à l'équipage de bonnes chances de toucher la cible dès le premier tir jusqu'à 3 km. L'Ukraine dit avoir augmenté cette distance de 2,5 km. L'équipage a dû prendre en compte la perte de vitesse et d'énergie du projectile pour y parvenir. Et il se pourrait que les données recueillies par les opérateurs de drones aient été essentielles pour contourner les problèmes qui surviennent lorsqu'on tente de frapper une cible à une telle distance, avec un obus de char. Beaucoup de cela reste spéculatif. Au-delà de l'affirmation elle-même, l'Ukraine n'a pas expliqué comment son Léopard 2A6 a réussi ce tir, ce qui nous amène à la grande réserve. Au moment de la création de cette vidéo, il n'existe aucune donnée de capteur, ni aucune image qui confirme l'affirmation de l'Ukraine d'avoir réussi ce tir record. Cela ne veut pas dire que les données ne sont pas disponibles. Il se peut très bien que l'Ukraine ait réussi ce tir, et qu'elle ait choisi de ne pas les fournir afin de ne pas révéler les secrets de la manière dont elle a accompli cet exploit record. Mais tant que ces informations ne sont pas fournies, tout ce que nous pouvons faire, c'est spéculer sur la manière dont l'Ukraine a réussi cet exploit impossible. On peut aussi spéculer sur ce que cela signifie,
Et pour la Russie, un vrai problème émerge. L'Ukraine rapporte une frappe à longue portée avec un char Léopard 2A6 et convertit ses anciens Léopard 1A5 en pièces d'artillerie de fortune, capables de tir à des distances supérieures aux 5,5 km atteints lors de ce record. Le 7 avril, Defense Express a rapporté que l'Ukraine convertit certains de ses Léopard 1A5 en une sorte d'obusiers automoteurs, ayant une portée de 12 km, soit 7,45 miles. Avec de nouveaux canons, la portée pourrait atteindre 18 km, soit un peu plus de 11 miles selon la source. C'est un problème majeur pour la Russie, d'autant plus que l'Ukraine rapporte que les chars fabriqués en Allemagne ont un niveau de précision qui leur permet de détruire des cibles en 3 ou 4 tirs, alors qu'il faudrait jusqu'à 7 tirs aux équivalents soviétiques de la Russie pour les éliminer. Encore une fois, nous voyons l'Ukraine utiliser ces chars à des fins dépassant ce pourquoi ils avaient été conçus à l'origine. Un Léopard 2A6 ne devrait pas réussir des tirs directs contre des chars ennemis, à une distance de 5,5 km, et un Léopard 1A5, avec son canon standard L7 de 105 mm, n'a pas été conçu pour le type de tir indirect auquel l'Ukraine l'emploie aujourd'hui. L'ingéniosité a toujours guidé la défense de l'Ukraine contre la Russie. Le pays s'est repéré des atouts dans le matériel occidental reçu, parfois non envisagé par ses fabricants. L'Ukraine pourrait aussi être aidée par ses alliés occidentaux, pour transformer ses chars Léopard en armes de tir indirectes. Le 19 mars, TCH a rapporté que la Belgique avait livré un lot de chars Léopard 1A5BE qu'elle avait annoncé en avril 2025. Ces chars sont équipés de la tourelle Cockerill 3105 qui embarque le canon Cockerill HP, capable de tir indirect efficace depuis une position couverte. Ces chars pourraient-ils être les mêmes Léopards que Defense Express dit que l'Ukraine utilise comme artillerie improvisée? C'est possible. Pour la Russie, rien de tout cela n'est une bonne nouvelle. Si l'Ukraine en est arrivée au point de pouvoir détruire des chars avec d'autres chars à des distances telles que celles qui sont désormais évoquées, la Russie a un problème. Ses propres chars n'ont pas vraiment brillé en Ukraine. Une combinaison d'armes anti-chars, de mines et de drones a conduit la Russie à subir 11 848 pertes de chars au 10 avril. La Russie ne veut pas que l'Ukraine apprenne à ajouter des chars à l'arsenal d'armes qu'elle utilise déjà contre ses blindés. Après tout, la Russie ne remplace pas efficacement ses chars perdus. Dans un rapport de février pour Forbes, David Hambling a révélé que la Russie affirme avoir accéléré la production de ses chars T-90M, censés être les meilleurs du monde, à 250 unités par an. Un simple calcul nous montre que ce rythme de production ne suffira pas à compenser des pertes qui approchent les 3000 chars par an. Mais si l'on ajoute le fait QVZ, le fabricant de chars d'État russe, pourrait manipuler les chiffres, et produire en réalité moins de 100 chars par an, la Russie se retrouve face à un problème encore plus grave. L'Ukraine dit pouvoir frapper des chars avec ses propres chars. La Russie ne peut pas remplacer les blindés T frappés par l'Ukraine à une telle distance qu'ils ne voient même pas l'attaque. Et malgré tout cela, d'une manière ou d'une autre, la situation empire encore pour la Russie. Un événement imprévu en Ukraine a surpris les forces de Poutine et alimente les efforts ukrainiens pour transformer leurs chars en artillerie improvisée. Les chars ukrainiens deviennent de véritables mastodontes défensifs, et nous allons vous expliquer comment. Mais avant cela, voici un petit rappel. Vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour cliquer sur le bouton, afin de ne jamais manquer une vidéo. Voici une question rapide. Que vaut un char face à 52 drones? Si vous aviez répondu un char détruit, vous auriez eu raison à presque tout autre moment de la guerre. L'une des raisons pour lesquelles les chars ont été relégués au second plan dans cette guerre, c'est que les drones se sont révélés incroyablement efficaces pour les neutraliser. Cependant, l'Ukraine a de nouveau changé la donne. Désormais, la réponse à cette question est 52 drones abattus et un char qui continue de tirer. Et devinez quel type de char a survécu à une attaque de 52 drones. C'est un Léopard. Le 6 avril, United 24 Medi a rapporté qu'une attaque menée toute la journée par les opérateurs de drones russes contre un seul char Léopard 1A5 ukrainien s'était soldée par un échec total. Le char, qui était équipé de défenses anti-drones, notamment des cages, des palettes en bois, des filets habilement positionnés et des plaques de blindage, a résisté à une attaque de drones FPV et Molnaya pour continuer à fournir un appui-feu aux troupes ukrainiennes au sol. Opéré par la 5e brigade mécanisée lourde indépendante d'Ukraine, qui contrôle plusieurs des chars Léopard fournis à l'Ukraine par ses soutiens européens, le char était également équipé de câbles en acier déroulés, connus sous le nom de système de défense Hérisson, installés sur ses flancs. Ces câbles sont ingénieux car ils cassent les hélices d'un drone avant qu'il n'atteigne sa cible.
Le drone explose quand même, mais il le fait sans entrer en contact avec le char lui-même, ce qui permet au blindé de survivre pour combattre et tirer un autre jour. Le char Léopard, modifié ukrainien, a résisté au feu si longtemps qu'il a permis aux opérateurs que la Russie tentait de forcer à découvert de rester caché. Le seul inconvénient ici, c'est que le Léopard anti-drones ukrainien restait immobile. Mais ce n'est pas aussi problématique que vous le pensez. Rappelez-vous, nous avons mentionné que l'Ukraine transforme de nombreux chars Léopard 1 à 5 en pièces d'artillerie improvisées. Le principal ici n'est pas le déplacement, mais de mettre le char à couvert pour qu'il puisse tirer plusieurs fois sur les positions russes. Lorsque cet objectif peut être atteint par un Léopard qui est également équipé de tant de défense que la Russie n'est pas capable de le détruire avec des drones, on obtient des résultats dévastateurs. Les chars détruisent les positions russes. L'Ukraine garde son char Léopard et le déplacera vers une autre position une fois les défenses russes brisées. La Russie n'a rien anticipé. Après 4 ans à perdre ses chars face aux défenses ukrainiennes, les forces de Poutine ont compris que ces véhicules ne sont plus des armes décisives. L'Ukraine trouve constamment des moyens ingénieux d'utiliser une technologie qu'elle semblait elle-même vouée à rendre obsolète. Les chars ne sont plus utilisés comme ils devraient l'être. Ils sont devenus des tireurs d'élite à longue portée, une artillerie dévastatrice contre les positions ennemies, des colosses défensifs, forçant la Russie à épuiser ses drones sans subir de dommages. La donne a changé pour les chars, et l'Ukraine s'emploie à ancrer ce changement de diverses manières. Examinons ce que l'Ukraine dit avoir accompli avec son char Léopard 2 à 6. Si la frappe à 5,5 km est confirmée, cela nous montre que l'Ukraine peut repousser ce que l'on pensait être les limites extrêmes de son équipement vers de nouveaux sommets. Ce type de tir longue portée ne changera sans doute pas la guerre. Les drones resteront les principaux moyens de destruction de chars dont dispose l'Ukraine. Néanmoins, disposer de chars Léopard, capables de toucher avec précision des blindés russes à de telles distances et avec une telle exactitude, est vraiment un atout appréciable pour l'Ukraine. Cela montre aussi l'efficacité de l'Ukraine à créer des réseaux de partage de données sur le champ de bataille. Si notre analyse est juste et que des drones ont été utilisés, la destruction record d'un char par l'Ukraine montre surtout l'efficacité de la collecte de données, en temps réel, sur le champ de bataille. Cette destruction était exceptionnelle et peut n'être qu'un événement isolé. Mais la capacité croissante de l'Ukraine à communiquer au sein de ses forces pose un vrai problème à la Russie, surtout alors que les troupes de Poutine font face à des difficultés dues à la perte de Starlink et à la répression de télégrammes par Poutine. À la préoccupation russe sur les chars s'ajoute l'apparition de blindés ukrainiens efficaces et leur utilisation. Pendant des années, les chars Tortues construits par l'Ukraine et la Russie étaient moqués pour leurs cages jugées inefficaces contre les drones et roquettes anti-chars. Ces chars Tortues, trop lents à cause de leur blindage renforcé, étaient souvent détruits avant d'atteindre leur position, incapables d'éviter les armes contre lesquelles ils étaient censés se protéger. L'Ukraine a complètement renversé toutes ces critiques, avec une solution si simple qu'on s'étonne qu'elle n'ait pas été imaginée plus tôt. Si les chars Tortues se déplacent mal, ne les faites pas bouger. Équipez ces chars de défense anti-drone en veillant à ce que les tourelles restent assez mobiles pour viser des cibles lointaines. C'est ce que nous avons vu avec le Léopard 1 à 5 qui a résisté à 52 attaques de drones. L'Ukraine a également transformé ses chars M1A1 Abrams en véritables monstres défensifs volontairement lents. Les équipages des Abrams contrôlent toujours leurs tourelles malgré les lourdes protections de leurs chars. Cela leur permet d'avancer lentement et d'attaquer les positions russes, ajoutant un tir d'artillerie de fortune semi-mobile, qui complète désormais le tir longue portée stationnaire des Léopard 1 à 5 modifiés de l'Ukraine. L'Ukraine a innové dans l'utilisation de ces chars lors d'une guerre qui les a presque rendus obsolètes. Et cela ne se limite pas aux tirs de destruction à distance et aux modifications ingénieuses. Business Insider a révélé le 2 avril que l'Ukraine a aussi renforcé la formation des équipages, surtout pour ceux qui utiliseront les chars Léopard 2 à 4. L'Ukraine utilise désormais des casques de réalité mixte dans le cadre de sa formation, ce qui permet au pays d'enseigner aux futurs opérateurs de chars sans qu'ils aient besoin d'entrer dans les chars qu'ils utiliseront. La formation peut se faire assis sur une chaise avec un casque de réalité virtuelle. L'Ukraine dispose désormais de 39 systèmes de réalité virtuelle à cet effet, tous fournis par une entreprise norvégienne nommée Find Reality, dans le cadre d'un accord de 8,45 millions de dollars. Cela peut sembler beaucoup, mais l'Ukraine récupère largement cette somme.
La formation en réalité mixte permet aux opérateurs ukrainiens d'apprendre à tirer des obus de chars sans utiliser de vraies munitions. Ils n'ont pas à conduire leurs chars, ce qui réduit l'usure des blindés ukrainiens et diminue ainsi les coûts de maintenance. Un autre avantage de cette approche est que l'Ukraine peut garder ses chars cachés jusqu'à ce qu'ils soient nécessaires pour des missions. Un char d'entraînement devient une cible, mais grâce à la réalité mixte, l'Ukraine fait disparaître ses cibles. L'Ukraine vient de marquer l'histoire. Un équipage de chars Léopard 2A6 a réussi une destruction jugée impossible. Mais le défi des chars ukrainiens pour la Russie dépasse sûrement une destruction isolée. La coordination sur le champ de bataille en Ukraine progresse alors que l'infrastructure de communication russe s'effondre. L'Ukraine utilise de nouvelles méthodes pour transformer ses chars en armes redoutables, démontrant une ingéniosité inattendue avec l'armement occidental. L'Ukraine a passé 4 ans à s'imposer comme un maître dans l'art de tirer le meilleur parti de ce qu'elle possède. Et cela ne s'applique pas seulement aux chars. Quelque chose d'inhumain attend les soldats de Poutine. Chaque Russe assez malchanceux pour avoir été envoyé sur les lignes de front en Ukraine redoutait que cette chose prenne vie. Mais maintenant, elle est là. Mécanique, monstrueuse, une solution au problème de main-d'œuvre auquel l'Ukraine a été confrontée est désormais parmi nous, alors que 25 000 machines insensibles arrivent pour rayer la Russie de la carte. Le ministre de la Défense ukrainien, Mikhailo Fedorov, a révélé l'avenir qui attend le champ de bataille face aux marionnettes de Poutine. S'exprimant sur Telegram le 18 avril, Fedorov a annoncé qu'une réunion avec les fabricants de systèmes robotiques terrestres en Ukraine avait conduit à un engagement du ministère de la Défense d'acquérir 25 000 robots terrestres d'ici la fin de l'année. Ces robots sont actuellement fabriqués et seront progressivement déployés sur le front dès leur achèvement. Il s'agit d'un engagement majeur de la part du ministère de la Défense ukrainien, et cela met en évidence une évolution croissante vers la robotique, sur laquelle nous allons nous pencher plus en détail par la suite. Pour l'instant, il suffit de savoir que 25 000 robots terrestres en 2026 signifie que l'Ukraine achètera 2 fois plus de ces machines létales et salvatrices qu'en 2025. Cela nous montre qu'en 2025, l'Ukraine expérimentait avec des robots terrestres, mais qu'en 2026, elle s'engage pleinement dans cette voie. Il ne s'agit plus seulement d'utiliser des machines pour aider. L'Ukraine construit ses robots à grande échelle, et le fait avec l'intention claire de remplacer autant de ses soldats en première ligne que possible par des robots insensibles, capables d'aider l'Ukraine à transformer le hachoir à viande qu'elle a déjà créé en abattoir pour les soldats russes. Fyodorov a un objectif pour tout cela. Le ministre de la Défense de l'Ukraine a affirmé vouloir que 100% de la logistique de première ligne soit assurée par des systèmes robotiques. C'est une mauvaise nouvelle pour la Russie. L'une des stratégies principales de Poutine a toujours été d'attaquer la logistique ukrainienne où qu'elle se trouve. Ce type d'attaque empêche l'arrivée des fournitures et équipements nécessaires sur les lignes de front. Jusqu'à présent, l'avantage secondaire était que stopper les fournitures revenait à stopper les soldats ukrainiens, car il faut quelqu'un pour les transporter. Et ce genre de tâche incombait autrefois aux soldats, qui conduisaient des convois ou transportèrent des fournitures à travers des zones de danger pour les amener jusqu'au front. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. En développant sa production de robots terrestres, l'Ukraine épargne désormais à ses soldats de risquer leur vie pour l'approvisionnement. Les robots s'en chargeront, permettant à plus d'infanterie ukrainienne de se concentrer sur une défense qui force Poutine à perdre environ 1000 soldats par jour. Disposer de plus de soldats permet aussi à l'Ukraine de lancer les contre-attaques, qui lui ont permis de reprendre rapidement du territoire ces derniers mois. Donc, 25 000 robots terrestres en un an signifie aussi un renforcement des artères logistiques de l'Ukraine. Tout cela se traduit par encore plus de soldats russes mourant indirectement, parce que les troupes ukrainiennes peuvent être utilisées de manière plus efficace. L'objectif de Fedorov, que 100% de la logistique de première ligne soit assurée par des robots terrestres, semble irréaliste, mais il ne devrait pas l'être. L'Ukraine est déjà bien avancée vers la réalisation de cet objectif, surtout dans les secteurs clés des lignes de front où la logistique est plus importante que jamais. Nous avons mentionné plus tôt que 2025 était en quelque sorte une année de test pour les robots terrestres de l'Ukraine. Cela a été particulièrement évident à Pokrovsk, où la Russie a mené pendant 1 an une attaque totale contre cette ville clé pour prendre Donetsk. En novembre 2025, l'Ukraine contrôlait encore une partie de Pokrovsk, qu'elle défendait farouchement. Rien que cela était un succès pour l'Ukraine. Selon toute logique, Pokrovsk aurait dû tomber bien plus tôt.
Et l'une des raisons pour lesquelles l'Ukraine a réussi à tenir cette ville aussi longtemps, et qu'elle continue encore aujourd'hui à se battre contre les forces russes dans le secteur de Pokrovsk, c'est que les robots terrestres jouaient un rôle énorme. Selon la BBC, les mêmes robots que Fedorov a annoncé que l'Ukraine en construirait 25 000 en 2026 étaient responsables d'environ 90% de toute la logistique de première ligne à Pokrovsk en novembre de l'année dernière. Avançons jusqu'en 2026, et l'Ukraine mène plus d'opérations avec ses robots terrestres que jamais auparavant. Au premier trimestre de l'année, l'Ukraine a mené 21 500 missions avec ses robots terrestres, dont 9 000 rien qu'au mois de mars. On constate une augmentation constante du nombre d'opérations impliquant ces machines, ce qui nous montre que non seulement l'Ukraine s'améliore dans le développement à grande échelle et le déploiement de ses robots, mais que la Russie a également du mal à y faire face. Les chiffres montrent que l'Ukraine mène plusieurs missions avec l'ensemble de ses robots. Si l'objectif de 25 000 pour 2026 représente le double du nombre de robots terrestres construits en 2025, cela signifie que l'Ukraine disposait d'environ 12 500 de ces machines au début de cette année. 21 500 missions et plus ont été menées. L'Ukraine n'a sans doute pas autant de robots terrestres en service. La Russie a du mal à faire quoi que ce soit à ce sujet. En novembre, la BBC notait que les robots terrestres sont bien plus difficiles à détecter que les troupes ou gros véhicules transportant des fournitures. Ces robots peuvent opérer loin du front, protégeant ainsi les soldats, et sont bien plus résistants au brouillage électronique que les drones aériens présents dans les zones de combat ukrainiennes. Dire que les robots terrestres ukrainiens sont impossibles à arrêter est faux, mais ils sont difficiles à stopper, d'où la crainte de la Russie. Que doivent faire les soldats de Poutine face à un nouvel ennemi insensible, implacable, capable d'entrer dans les zones de conflit les plus dangereuses, sans se soucier de sa sécurité? Espérer qu'il repère et neutralise le robot terrestre paraît être la seule option. Comme vous le verrez, ces robots font bien plus que des missions logistiques pour l'Ukraine. Mais revenons un instant au chiffre principal. 25 000 robots terrestres doivent être construits en 2026. Comment est-ce possible ? L'agence d'approvisionnement de la défense ukrainienne a déjà passé ses commandes et elle signe des contrats à tout va. Jusqu'à présent, cette agence a déjà signé 19 contrats avec des fabricants de robots terrestres pour une valeur totale d'environ 250 millions de dollars. C'est une somme considérable pour l'Ukraine. Cela passe par des contrats garantissant la pérennité des entreprises au cœur de sa stratégie terrestre. United 24 Media rapporte que Fedorov indique que les contrats d'approvisionnement offrent désormais des délais plus longs aux fabricants. Cela ne signifie pas que ces fabricants ont plus de temps pour construire des robots terrestres spécifiques. Au lieu de cela, ils sont sous contrat pour une durée plus longue que jamais auparavant, ce qui signifie qu'ils bénéficient de la stabilité que procure la certitude d'avoir des revenus à long terme. La stabilité favorise la pérennité. Une entreprise connaissant l'origine de ses revenus peut établir des chaînes d'approvisionnement stables et planifier ses besoins pour respecter son contrat. Il se produit donc une révolution tout aussi importante en coulisses dans l'industrie ukrainienne des robots terrestres que sur le champ de bataille. Il faut aussi noter que ce changement, dans l'approvisionnement et la production, ne concerne pas seulement l'aspect terrestre de l'industrie robotique ukrainienne. Fyodorov et le ministère de la Défense investissent partout. Selon le Kiev Independent, l'Ukraine construit un écosystème de défense basé sur l'IA qui compte actuellement 200 entreprises développant des technologies de drones. Les 19 entreprises spécialisées dans les robots terrestres sont rejointes par des dizaines d'autres développant des drones FPV, des hybrides missiles drones longue portée et des drones maritimes qui compensent la faiblesse de la marine ukrainienne. Ces entreprises ont enregistré plus de 300 avancées en IA sur la plateforme Brave One d'Ukraine, qui distribue des financements aux développeurs de drones et robots du pays. L'IA est déjà utilisée dans plus de 70 systèmes sur le champ de bataille. Tout cela montre que l'Ukraine ne se concentre pas seulement sur la quantité. 25 000 robots terrestres d'ici la fin 2026, c'est un chiffre impressionnant. L'Ukraine collabore aussi activement avec ses fabricants pour améliorer ses robots, les rendre plus robustes et intelligents. Il faut aller plus vite que l'ennemi à chaque étape, affirme Fedorov. L'une des façons d'y parvenir est de libérer le potentiel de vos meilleurs éléments, en leur donnant tout ce dont ils ont besoin pour réussir. Fedorov travaille à améliorer un autre aspect de la révolution des robots terrestres en Ukraine, et nous allons voir comment. Avant tout, rappel, vous regardez l'émission militaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour appuyer sur ce bouton.
Nous avons ainsi abordé la question financière des contrats de l'Ukraine avec ses fabricants de robots terrestres. Le ministère de la Défense fait bien plus pour garantir que ces fabricants fournissent ce dont l'Ukraine a besoin. Fedorov affirme que l'Ukraine a déjà eu un problème de son propre fait avec ses fabricants de robots terrestres. L'Ukraine a instauré une législation fiscale soumettant certains fabricants à la TVA sur leurs produits, ce qui a entraîné des retards. Fedorov indique que l'Ukraine s'efforce de lever les blocages contractuels dus au changement fiscal, afin que les fabricants ayant déjà des contrats poursuivent leur travail sans trop se soucier des frais ultérieurs. L'accélération préoccupe aussi Fedorov et, là encore, des mesures ont été mises en place pour rendre le processus allant de l'idéation au développement, puis au déploiement sur le champ de bataille aussi rapide que possible. Le ministre de la Défense ukrainien annonce la synchronisation du financement des robots terrestres, permettant à l'Ukraine d'accroître rapidement ses achats. Le ministère de la Défense accélère la signature des contrats pour permettre aux fabricants de commencer plus vite, avec moins de lourdeur administrative. Comme l'a dit Fedorov, le pays qui avance le plus vite sera celui qui sortira vainqueur de la guerre en Ukraine. Bien sûr, tout cela ne signifie pas grand-chose si les soldats qui seront chargés d'utiliser les nouveaux robots terrestres que l'Ukraine développe ne savent pas les faire fonctionner. Fedorov a aussi prévu cela. Il a annoncé sur Telegram la création d'un centre de compétences UGV au ministère de la Défense. Ce centre travaillera en tandem avec l'état-major général ukrainien et l'armée pour accélérer la mise en œuvre des NRC, qui est le terme ukrainien pour les robots terrestres, sur le front, et deviendra un centre unique pour les fabricants, affirme Fedorov. L'Ukraine centralise la formation et les tests de ses robots terrestres, afin de rendre ces deux processus aussi systématiques et rapides que possible. Tout dépend autant de la rapidité contrôlée que du développement. L'Ukraine excelle dans les deux. En résumé, l'Ukraine libère ce que la Russie redoutait le plus sur le champ de bataille. Les robots terrestres sont déjà là et seront plus nombreux que jamais d'ici la fin de 2026. Une armée entière de 25 000 de ces robots est en train de se constituer, une force inhumaine conçue pour anéantir la Russie. Mais la façon dont cela va se produire pourrait ne pas être celle à laquelle vous vous attendez. Les robots terrestres peuvent combattre, mais leur but principal sur le champ de bataille est d'apporter à l'Ukraine une bouée de sauvetage face au manque d'effectifs, dont elle a besoin depuis l'invasion lancée par Poutine. Nous allons bientôt vous en donner un exemple. Revenons à Pokrovsk. Plus tôt, nous avions indiqué que les robots terrestres géraient déjà 90% de la logistique, réduisant ainsi le risque pour l'infanterie ukrainienne. C'est exact. Un aspect souvent négligé de l'usage des robots terrestres à Pokrovsk et ailleurs est qu'ils offrent à l'Ukraine des options inédites. On a beaucoup parlé des vastes zones de mort mises en place par l'Ukraine, s'étendant jusqu'à 145 km, au-delà des lignes de front par endroits. La Russie dispose aussi de ses propres zones de mort, souvent utilisées pour isoler les soldats ukrainiens de leur soutien. Pokrovsk en est un exemple. La BBC signale que des unités entières étaient isolées de leur ligne d'approvisionnement à cause des tentatives russes d'encercler Pokrovsk. Sans robots terrestres à Pokrovsk, les soldats ukrainiens n'auraient pas tenu longtemps. Leurs provisions auraient été épuisées et leurs fenêtres de repli totalement fermées. Les robots terrestres naviguent dans les zones de mort créées par la Russie d'une manière que les soldats et les véhicules plus traditionnels ne peuvent tout simplement pas. Certains de ces robots sont assez petits pour tenir dans une piste cyclable, même lorsqu'ils transportent des fournitures, ce qui leur permet d'emprunter des itinéraires impossibles pour de gros véhicules. Grâce à leur coloration adaptée à l'environnement et à leur capacité à se cacher et rester inactifs en cas de menace, les robots terrestres sont aussi plus fiables pour acheminer les fournitures au front. C'est bien la robotisation de l'infanterie ukrainienne. Cependant, cette robotisation crée aussi de nouvelles possibilités qui n'existaient pas avant que les robots terrestres ne deviennent courants sur le champ de bataille. On ne peut ignorer l'impact majeur qu'aurait la construction de robots terrestres sur l'infanterie ukrainienne, surtout que l'Ukraine manque de main-d'œuvre face à la Russie. Même s'il n'y avait aucun défi lié au recrutement et à la conscription de soldats pour sa défense, l'Ukraine devrait tout de même faire face à une nation dont la population est environ 4 fois supérieure à celle de l'Ukraine. Les robots terrestres ukrainiens aident à compenser le manque de main-d'œuvre de diverses manières. Selon El País, ils ne font pas que gérer la logistique. Beaucoup servent à transporter des médicaments au front et évacuer des soldats à l'arrière. Des vies sont activement sauvées par ces robots, qui auraient autrement pu être perdus. Un soldat sauvé peut souvent retourner au combat. Même s'ils ne reviennent pas, l'Ukraine maintient de faibles pertes et montre qu'elle ne traite pas ses soldats comme Poutine.
Des histoires rapportent que la Russie refuse d'évacuer ses soldats pour éviter de perdre du matériel depuis mai 2022 selon Newsweek. Voir l'Ukraine utiliser des robots terrestres pour évacuer doit vraiment démoraliser les pantins de Poutine sur le front. Poutine n'autorise même pas la Russie à évacuer ses blessés. Et voilà que l'Ukraine développe une toute nouvelle technologie pour sauver ses soldats. La main-d'œuvre demeure un problème pour l'Ukraine. Selon un article publié le 17 mars par la Fondation Carnegie, l'Ukraine souffre de graves pénuries de main-d'œuvre sur toute la ligne de front. Ces problèmes sont aggravés par la baisse du recrutement de volontaires et la fatigue des soldats de première ligne, engagés depuis des mois ou des années. The Independent indique que l'Ukraine fait face à un problème de conscription, 2 millions de citoyens évitant activement la mobilisation pour ne pas risquer leur vie contre la Russie. L'Ukraine est également confrontée à des difficultés avec des soldats qui s'absentent sans autorisation. Environ 290 000 affaires ont été ouvertes devant les tribunaux ukrainiens contre des soldats absents depuis 2022, rapporte The Independent. La Fondation Carnegie suggère que l'Ukraine pourrait résoudre ses problèmes de main-d'œuvre en traitant le personnel comme un élément d'un dispositif militaire beaucoup plus large, au lieu de les considérer comme des ressources indépendantes. Transformer des effectifs en puissance de combat est essentiel, et c'est là qu'interviennent les robots terrestres ukrainiens. Ces robots peuvent transporter plus que n'importe quel soldat. Ils inspirent la peur à l'ennemi, et ils sont contrôlés par des soldats qui se trouvent loin des lignes de front. Le leadership, la formation, l'organisation et la doctrine doivent s'unir pour former une unité efficace, et associée à un équipement adapté, permettent à l'Ukraine d'optimiser des ressources limitées. Une unité de 10 soldats est vulnérable face à la Russie, mais si cette unité dispose de robots terrestres et de drones aériens, elle devient dangereuse. L'Ukraine avait déjà compris ce fait, et elle dispose désormais de la technologie nécessaire pour construire des robots d'eau terrestres qui prennent activement la place des soldats qui auraient été stationnés en première ligne. Le résultat, c'est que les pertes ont déjà été réduites jusqu'à 30%, et ce pourcentage ne fera qu'augmenter maintenant que l'Ukraine construit 2 fois plus de robots terrestres en 2026 qu'elle ne l'a fait l'année précédente. Les problèmes de main-d'œuvre en Ukraine sont en train d'être résolus, alors même que la Russie doit faire face à une pénurie de main-d'œuvre plus importante que jamais auparavant. Poutine voit ses soldats comme de simples ressources. Il n'y a aucune tentative de la part du dirigeant russe ou de son armée de créer quoi que ce soit qui ressemble à l'approche globale du combat à laquelle contribuent les robots terrestres ukrainiens. Ainsi, les pertes russes augmentent, alors que celles de l'Ukraine baissent. La Russie perd désormais 316 de ses soldats pour chaque kilomètre carré qu'elle capture dans certaines régions d'Ukraine, rapporte LBC. La même source ajoute que les pertes de la Russie dépassent son recrutement, ce qui est le cas depuis toute l'année 2026. Ce sont le genre de changements que l'Ukraine doit instaurer pour gagner la guerre contre la Russie. Fyodorov l'a compris. C'est pourquoi, dès qu'il est devenu ministre de la Défense de l'Ukraine le 14 janvier, il s'est concentré sur les robots terrestres. 25 000 nouveaux robots terrestres en 2026 ne sont qu'un élément des vastes changements apportés par le ministre ukrainien de la Défense à la manière dont l'armée de son pays est dirigée. Et même si ces robots sont encore principalement utilisés pour la logistique et l'évacuation, l'investissement constant dans la technologie signifie que l'Ukraine trouve des moyens d'exploiter ces robots d'une manière que personne n'aurait jamais imaginée. Imaginez 2 hommes dans un bureau confortable, buvant des boissons énergisantes, parcourant des listes de tâches et sortant parfois fumer. On pourrait croire qu'il s'agit de développeurs travaillant tard n'importe où dans le monde. Mais ici, c'est l'Ukraine, et ce sont leurs pilotes de drones. Ils tuent des soldats russes à distance, derrière un écran, depuis un bureau situé à des kilomètres. L'Ukraine a complètement changé la donne, et ce, à plusieurs égards. Elle a transformé la guerre en quelque chose qui ressemble beaucoup à un jeu vidéo. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'elle est en train de gagner grâce à cela. Cette image à elle seule devrait vous dire quelque chose de profond sur à quel point cette guerre a changé. Lorsque la Russie a lancé l'invasion en 2022, les stratégies initiales semblaient familières. Des colonnes de chars avançaient, soutenues par de puissantes frappes d'artillerie et un grand nombre de soldats. Après tout, la Russie avait rassemblé environ 190 000 soldats près des frontières de l'Ukraine, sur une force active de près de 900 000 hommes. L'Ukraine comptait environ 160 000 soldats actifs pour tenir la ligne. On ne peut pas reprocher à la Russie de s'être attendue à une victoire rapide, décisive et supérieure sur le plan conventionnel. Pourtant, un événement inattendu a bouleversé ce blitzkrieg, les drones. 3 ans plus tard, la guerre s'est transformée en un affrontement épuisant, saturé de technologie et de drones, où le meilleur opérateur dans la pièce peut infliger plus de dégâts en une seule vacation qu'une colonne blindée entière en une semaine. Ne vous y trompez pas, la Russie a toujours l'avantage du nombre, elle possède toujours l'artillerie.
Ces forces actives ont en réalité augmenté pour atteindre entre 1,2 et 1,5 million depuis le début de l'invasion, avec environ 600 000 déployés en Ukraine. Pendant ce temps, l'Ukraine a rassemblé environ 880 000 soldats grâce à des lois de mobilisation agressive qui permettent la conscription de toute personne âgée de 25 à 60 ans. Les chiffres favorisent toujours la Russie, du moins sur le papier. Au cœur de ce changement se trouvent deux technologies, les drones mentionnés précédemment et le service Internet par satellite Starlink. Ce dernier aide directement le premier à éliminer presque entièrement les inconvénients des opérations de drones. Vous voyez, les équipes de drones traditionnelles devaient rester à environ 24 à 32 km de leur cible. Pour rester proches, ils s'installaient dans des bunkers de fortune près du front et utilisaient du camouflage pour échapper à l'artillerie et aux drones russes. Ce travail dangereux et exposé devenait encore plus risqué, car ils devaient aussi mener des missions offensives, de surveillance, de reconnaissance et soutenir d'autres drones sur le champ de bataille. Et à mesure que la Russie améliorait ses propres capacités de drones, comme le déploiement de drones FPV à fibre optique qui contournent les brouilleurs de signaux, ses positions en première ligne devenaient de plus en plus mortelles à occuper. Mais l'unité Nemesis, anciennement connue sous le nom de 412e régiment indépendant de systèmes sans pilote, a été parmi les toutes premières à poser une question simple mais révolutionnaire. Et si les pilotes n'avaient pas du tout besoin d'être près du front? Cette réponse nous ramène à Starlink. En intégrant un terminal satellite directement dans le drone, en fixant physiquement la parabole sur le dessus de l'appareil, les drones pouvaient se connecter à Internet et être contrôlés depuis n'importe où sur Terre disposant d'une connexion stable. Comme l'a dit un des développeurs du drone Nemesis, avec l'installation de Starlink, le problème de l'horizon radio a disparu. SAT. La distance entre l'opérateur et le drone n'a généralement plus d'importance. En augmentant la portée effective, l'intégration avec Starlink a complètement changé le modèle opérationnel et le calcul du rapport risque-récompense pour l'Ukraine. Une équipe au sol doit toujours être relativement proche du front, suffisamment proche pour lancer et entretenir le drone ou recharger les munitions. Mais les pilotes peuvent aussi être à l'autre bout du pays. Un opérateur peut être assis à Kiev, dans un bureau chauffé avec un smoothie, et larguer 3 ou 4 obus par mission. Un véritable soldat avec une formation adéquate peut alors être appelé simplement pour réarmer l'appareil et s'assurer que la position défensive reste protégée et invisible. Et la portée annoncée a été documentée de première main par des journalistes du Kiev Independent qui ont passé toute une nuit avec 2 opérateurs de drones Nemesis dans un bureau sécurisé quelque part en Ukraine, les regardant mener des missions de combat en direct depuis une paire d'écrans Dell. Oleg était vidéaste avant la guerre. Anton était ingénieur dans une centrale à béton. Tous deux se sont portés volontaires début 2022 et ont fini par mener des sorties en profondeur dans le territoire contrôlé par la Russie depuis une chaise de bureau derrière une large zone tampon sans obus sifflant au-dessus d'eux. Maintenant, avant d'aborder ce que Nemesis a accompli, il vaut la peine de prendre un moment pour comprendre comment ces machines fonctionnent réellement aujourd'hui. Parce qu'il y a un grand fossé entre un drone largue une bombe sur un char et la véritable chaîne technologique qui rend cela possible. Le drone Nemesis et ses nouveaux cousins comme le Vampire et le Kajan sont de grands quadricoptères ou hexacoptères dotés de 4 à 8 rotors tournant à l'unisson pour soulever une charge utile importante. Le Nemesis lui-même mesure bien plus de 90 cm de large entre ses 4 moteurs, contrairement aux drones vidéo commerciaux modifiés employés au début du conflit pour des attaques kamikazes. Le Nemesis est une plateforme d'attaque conçue spécifiquement avec des spécifications adaptées. L'appareil transporte environ 11 kg d'explosifs sur un système de suspension externe monté sous le châssis. Le mécanisme de largage, simple et élégant, se compose d'une sangle avec anneau de verrouillage retenant chaque munition. Lorsque l'opérateur déclenche le largage, le verrou se désengage, l'anneau tombe et la munition est libérée. La composition et la répartition des munitions peuvent être configurées en 2 explosifs plus importants pour des cibles renforcées ou jusqu'à 8 charges plus petites pour des véhicules légers et du personnel. Certaines configurations transportent aussi des mines anti-chars, permettant aux drones de piéger à distance une route ou un passage avec des explosifs avant de revenir à la base. En cas de besoin, ces mines anti-chars restent d'excellents explosifs largués par voie aérienne, puisqu'elles peuvent anéantir un char ancien comme ceux que nous avons vus la Russie utiliser de plus en plus ces dernières années. La vitesse du drone est également surprenante, avec des pointes comprises entre 65 et 80 km/h selon le poids de la charge utile. Comme vous pouvez l'imaginer, des charges plus lourdes signifient une diminution de la vitesse, de l'autonomie et de la maniabilité, ce qui oblige les responsables des opérations à trouver un équilibre entre la létalité et la rapidité.
La navigation du drone elle-même est assurée par une combinaison de systèmes GPS et de liaisons satellites, l'intégration de Starlink mentionnée précédemment fournissant l'infrastructure de communication. Ils utilisent une liaison radio COFDM à large bande passante, connectée soit à une station terrestre mobile Starlink, soit à un autre drone, un drone relais pour ainsi dire, qui vole à haute altitude à proximité. Mais l'outil le plus important dans l'équipement de l'opérateur, c'est la caméra thermique. La majorité des missions ont lieu la nuit car l'imagerie thermique y est plus efficace. Les signatures thermiques se distinguent mieux sur fond froid. L'opérateur observe essentiellement le champ de bataille en imagerie thermique noir et blanc, où un moteur chaud ou une personne apparaît comme une forme blanche éclatante et un champ froid apparaît en gris. Ensuite, identifier un véhicule blindé, un poste de commandement ou un groupe de soldats cachés à couvert nécessite des yeux entraînés capables d'interpréter ce qu'ils voient et d'agir rapidement. La formation des opérateurs est donc très intensive. Le ministère de la Défense ukrainien a précisé ce qu'il faut pour utiliser ces plateformes. Les stagiaires s'entraînent intensivement avec des optiques thermiques et nocturnes pour repérer des cibles camouflées et positions dissimulées dans des conditions réalistes de combat. L'équipe au sol doit suivre dès le premier jour une formation à la manipulation d'explosifs, car elle attache constamment des munitions réelles à de petits aéronefs qui doivent être manipulés en sécurité jusqu'à leur décollage. Alors que les soldats sont naturellement adaptés pour l'équipe au sol, l'Ukraine a réussi à puiser dans un vivier de talents surprenants pour le poste d'opérateur, les gamers. Grâce à la coordination œil-main requise pour des mouvements rapides, une personne expérimentée dans les jeux de tir à la première personne peut plus aisément être naturellement à l'aise aux commandes d'un drone. Il n'est pas surprenant que le retour haptique requis pour piloter le drone ait amené l'Ukraine et la Russie à utiliser des manettes de console comme solution privilégiée pour piloter les drones. Quand la mission se déroule bien, ça ressemble à ceci, le drone prend de l'altitude, le flux thermique s'active, un navigateur détermine la position de la cible depuis le dossier de renseignement. L'opérateur place le drone au-dessus de la cible et calcule la trajectoire balistique de la munition en considérant altitude, vitesse et vent. L'attaque consiste ensuite à actionner le dispositif de largage d'une des munitions au moment précis. L'explosif tombe, le drone s'éloigne et ce drone ou même un autre confirme l'impact sur le flux vidéo avant de se repositionner pour la mission suivante. Du lancement à la frappe confirmée, tout le processus peut durer moins d'1 heure. Et lorsque vous avez des pilotes qui opèrent toute la nuit depuis un bureau sécurisé à des centaines de kilomètres, cela peut se produire plusieurs fois par quart, à travers plusieurs rotations d'équipes au sol, sans qu'un seul opérateur ne mette un pied près du front. C'est le nouveau rythme de cette guerre. Il ne s'agit plus d'assauts de tranchées ni de colonnes de chars, mais d'une suite de missions nocturnes sur écran, réalisées par un opérateur au joystick, sans risque d'artillerie ennemie. Les implications de cette capacité vont bien au-delà d'une seule mission impressionnante. Réfléchissez à ce que cela signifie pour l'avantage stratégique fondamental de la Russie. Depuis 3 ans, l'un des outils les plus efficaces de Moscou a été sa volonté de sacrifier des vies humaines. La Russie a mené des assauts en vagues humaines, où des charges massives d'infanterie sont conçues pour submerger les positions défensives ukrainiennes par la seule force du nombre, acceptant d'énormes pertes pour avancer petit à petit. Cette stratégie fonctionne, d'une certaine manière sinistre, parce que la Russie a la population nécessaire pour la soutenir. L'Ukraine, non. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur les tactiques russes et pourquoi exactement elles échouent, assurez-vous de vous abonner à The Military Show. Nous avons de nombreuses vidéos sur ce sujet, toutes avec des statistiques précises et les principales raisons pour lesquelles l'économie russe et la rigidité de son système politique sont en cause. Mais pour revenir à l'Ukraine, si elle peut déployer des flottes entières de drones télécommandés, elle élimine complètement l'un des principaux outils de coercition de la Russie. On ne peut pas user une unité de drone à l'artillerie, ni menacer des pilotes hors de portée. L'équation du coût humain change alors fondamentalement. Le 412e régiment Nemesis l'a déjà démontré à grande échelle. L'unité a été officiellement créée en décembre 2023 et chargée d'une mission spécifique. Détruire les défenses aériennes russes, perturber la logistique et neutraliser l'artillerie. Il s'agissait essentiellement d'éliminer des cibles de grande valeur situées en profondeur, ce qui nécessitait de pénétrer derrière les lignes russes et de frapper des objectifs que la Russie considérait comme sûrs. Début 2025, l'unité avait effectué plus de 10 000 sorties de combat. Ces missions ont abouti à la destruction confirmée de plus de 1000 cibles et à des dommages sur plus de 5500 autres. Plus de 2000 mines ont été déployées à distance uniquement à l'aide des drones. Rien qu'en janvier 2025, le régiment a revendiqué la destruction de plus de 100 équipements,
Plus largement, il a signalé plus de 1000 destructions de cibles confirmées au cours de ses 10 000 premières sorties, ce qui met en évidence l'ampleur et la régularité de ses opérations au fil du temps. L'artillerie a été la principale priorité du régiment, et les chiffres le reflètent. Depuis le début de 2024, le 412e régiment, Nemesis, a frappé 2500 obusiers et canons russes. C'est une campagne systématique et implacable contre la principale capacité de tir indirect de la Russie, et précisément le système d'armes qui use les positions défensives ukrainiennes depuis 3 ans. Les frappes les plus remarquées visaient les défenses aériennes russes, qui protègent leurs forces contre avions et missiles ukrainiens. Rien qu'en août 2025, Nemesis a détruit 2 systèmes de missiles anti-aériens Thor, un lanceur Buk et son radar. Les pertes russes, estimées pour ce seul mois d'opération, entre 80 et 90 millions de dollars, et le régiment ne cessait d'inventer de nouvelles méthodes pour éliminer complètement la menace russe. Début 2025, Nemesis a détruit 60 drones d'attaque russes, Shahed et Gerbera, en utilisant ses propres drones intercepteurs expérimentaux coûtant 1000 dollars chacun. C'est essentiellement des drones qui chassent d'autres drones, sans qu'aucune vie humaine ne soit en danger au passage. Pour donner un contexte, un Shahed coûte environ 150 000 dollars. Le bilan économique de cet échange est presque absurde. En moins de 2 ans, l'unité est passée d'un bataillon à une brigade complète. Représentant environ 20% de toutes les frappes confirmées contre les systèmes de défense aérienne russes en territoire occupé et détruisant du matériel ennemi d'une valeur d'environ 3 milliards de dollars. Et puis, il y a un autre aspect où cela se rattache à quelque chose que l'Ukraine a discrètement développé en parallèle. Un système qui fait fonctionner tout l'écosystème des drones comme un jeu compétitif. Le ministère de la Transformation numérique de l'Ukraine a lancé le programme Armée des drones, un système d'incitation attribuant des points pour chaque destruction confirmée sur le champ de bataille. Vous pouvez obtenir 6 points pour un soldat ennemi, 20 points pour endommager un char, 40 points pour en détruire un, jusqu'à 50 points pour neutraliser un système de roquettes mobiles selon le calibre. Ces chiffres sont continuellement adaptés selon la menace jugée la plus urgente par la direction ukrainienne sur la ligne de front de 600 miles. Les points servent à obtenir de nouveaux équipements, des recharges de munitions ou à soutenir la formation de nouveaux opérateurs de drones. Chaque unité de drone obtient, en marquant des points, une vue en temps réel des cibles courantes et de la manière dont leurs tactiques actuelles se mesurent aux moyens que la Russie déploie pour les contrer. Et les résultats peuvent être frappants. Comme l'a expliqué directement Mikhailo Fedorov, le ministre ukrainien de la transformation numérique, nous avons augmenté le nombre de points pour l'élimination de l'infanterie de 2 à 6, et cela a doublé le nombre d'ennemis détruits en 1 mois. Rien qu'en modifiant un chiffre dans un tableur, l'Ukraine a doublé son taux d'élimination de l'infanterie. Aucun nouvel équipement, tactique ou ordre, seulement un changement d'incitation. Les points sont directement utilisés dans un système de marché numérique que l'Ukraine a créé, appelé Brave One, essentiellement décrit par les responsables comme une sorte d'Amazon pour l'armée. Une escouade très performante comme Magyar's Birds aurait accumulé plus de 16 000 points, de quoi acheter des centaines de drones FPV et des dizaines de bombardiers plus lourds, tous choisis par les opérateurs eux-mêmes en fonction de ce qui fonctionne dans leur secteur spécifique. La pertinence pour le modèle de guerre à distance permis par Starlink tient non seulement aux points, mais aussi à ce que le système révèle et valorise. Chaque élimination confirmée doit être filmée pour être validée et rapporter des points. L'Ukraine construit en parallèle la base de données la plus complète jamais créée sur les opérations de combat par drone. Et ce processus de documentation fait naturellement émerger les meilleurs opérateurs de toute la force. La compétence devient mesurable, le talent devient visible. Les pilotes capables de faire voler un bombardier équipé d'une caméra thermique à 2 heures du matin au-dessus d'un territoire occupé et de toucher les entrées de sous-sol dès le premier ou deuxième passage peuvent être identifiés, formés et mieux équipés. Associez cela à un modèle d'opération à distance et quelque chose de puissant émerge. Les opérateurs les mieux notés n'ont pas besoin d'être près du front. Ils peuvent travailler depuis un lieu sécurisé, alterner entre plusieurs équipes au sol réparties dans divers secteurs, prendre immédiatement le contrôle d'un nouveau drone pendant qu'un autre se recharge et enchaîner les missions sans jamais entrer en zone de danger. Le système de points identifie les meilleurs pilotes. Starlink les garde en vie pour qu'ils continuent à marquer. Mais rien de tout cela ne fonctionne sans les personnes au sol. Ce sont les équipes au sol qui préparent les drones, manipulent les munitions et gèrent les sites de lancement. Leur exposition a été considérablement réduite grâce au modèle à distance, mais ils sont toujours là et leur efficacité crée les poches opérationnelles qui rendent tout le reste possible.
Un pilote à distance expérimenté n'est efficace que grâce à l'équipe qui entretient l'appareil et contrôle le terrain. Les soldats de première ligne ne sont pas rendus obsolètes par les drones. Ces points d'ancrage structurent les opérations à distance. Lorsque les forces terrestres tiennent solidement leur position défensive, elles créent des nœuds de lancement avancés stables, permettant aux pilotes à distance de s'y connecter tour à tour. À mesure que ces nœuds avancent, ou que les forces terrestres tiennent des territoires qui pourraient autrement être contestés, la portée des opérations de drones à distance s'étend en conséquence. C'est une boucle de rétroaction entre le combat conventionnel et la capacité de frappe à distance. Chacun renforce l'autre. Rien de ce que l'Ukraine a mis en place n'est entièrement nouveau dans son principe. L'idée de garder en sécurité, à distance, ceux qui tuent à distance de leur cible, est aussi ancienne que la guerre à distance elle-même. Les bombardiers frappent des cibles à haute altitude depuis la Première Guerre mondiale, l'artillerie le fait depuis encore plus longtemps. Nous avions des missiles de croisière, des munitions guidées longue portée et des avions d'attaque sur porte-avions. Le principe est le même, frapper la cible avec des munitions sans exposer ses propres hommes à un risque de représailles directes. Ce qui est vraiment nouveau ici, c'est l'échelle, le coût et la rapidité d'itération. Un missile de croisière coûte plus d'1 million de dollars. Un drone Nemesis coûte bien moins cher et réalise plus de 20 missions avant une maintenance majeure. Une sortie de F-35 nécessite des infrastructures, des pilotes formés, des chaînes d'approvisionnement et des années d'acquisition. Un bombardier lourd équipé de Starlink peut être assemblé par une start-up ukrainienne locale, mise à jour avec une mise à jour du micrologiciel et opérationnel en quelques semaines après le test d'un nouveau concept. L'Ukraine réalise la première véritable démonstration à grande échelle en conditions réelles de ce qui se passe lorsque l'on pousse la guerre à distance jusqu'au niveau de l'escouade. Et elle le fait avec du matériel d'origine commerciale, une intégration improvisée et une structure d'incitation ludifiée basée sur une application. Les résultats sont étudiés par toutes les armées sérieuses du monde. Parce que si un pays qui produit 200 000 drones par mois à partir d'ateliers qui existaient à peine avant 2022 peut tripler sa profondeur de frappe effective, il peut empêcher les blindés russes de disposer de zones de rassemblement sûres à moins de 150 km du front et identifier puis récompenser ses meilleurs opérateurs via une plateforme numérique. Imaginez ce qu'une force de l'OTAN avec toutes ses ressources pourrait accomplir. Imaginez des équipages entiers stationnés à des centaines de kilomètres de toute ligne de front, ayant accès à des couloirs de surveillance permanente grâce à l'imagerie satellite et à une combinaison de drones FPV et de drones longue portée, le tout maintenu 24 heures sur 24. Ils pourraient mener des missions de recherche et destruction comme un répartiteur attribue des courses de covoiturage. Mais pour l'instant, l'Ukraine vit une version brouillon de ce futur, avec quelques gars assis dans un joli bureau quelque part à la campagne, devant une paire d'écrans Dell, éliminant des soldats russes et cherchant à battre le record. Les règles du jeu ont changé, l'Ukraine l'a compris très tôt. Et si le reste du monde fait attention, ce qui est le cas, la façon dont les guerres se mènent ne reviendra jamais à ce qu'elle était. Un pas, deux pas, trois pas, boum. C'est ce que l'Ukraine a prévu pour la Russie en 2026. Puisqu'elle vient de dévoiler une approche géniale, en 3 volets, conçue pour mettre fin instantanément à la guerre menée par la Russie. C'est brillant. Mis au point par les stratèges innovants de l'Ukraine, ce plan a été conçu pour frapper la Russie là où ça fait mal, en Ukraine et à l'intérieur même de la Russie. Cela retire aussi certains des avantages clés détenus par la Russie depuis le début de la guerre. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir comment l'Ukraine va concrétiser son plan et paralyser la Russie. Mais d'abord, concentrons-nous sur la première des 3 étapes, fermer le ciel de l'Ukraine à la Russie pour toujours. Selon le ministre de la Défense ukrainien, Mikhailo Fedorov, il s'agit de la première étape d'un plan en 3 phases pour mettre fin à la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Dans un message sur Telegram, Fedorov a expliqué que la priorité est de protéger les civils et les infrastructures. Notre objectif est d'identifier 100% des menaces aériennes en temps réel et d'intercepter au moins 95% des missiles et des drones. Il est clair que l'Ukraine débute son plan pour paralyser la Russie en renforçant ses défenses aériennes. Les drones, missiles et bombes guidées russes sont sans doute les armes clés de Poutine pour affaiblir l'armée ukrainienne et terroriser la population. En janvier seulement, la Russie a tiré 91 missiles balistiques sur l'Ukraine, soit le total mensuel le plus élevé depuis l'invasion de Poutine. Ces 91 missiles balistiques faisaient en partie de frappes aériennes, au cours desquelles la Russie a tiré au total 158 missiles, environ 5500 bombes aériennes guidées, et plus de 6000 drones d'attaque sur l'Ukraine. Le plan de Poutine est clairement de submerger la défense aérienne ukrainienne, et la Russie y réussit bien mieux que ce que souhaite l'Ukraine. Pendant l'hiver, la Russie a mené une intense campagne contre le réseau énergétique ukrainien,
laissant fin janvier plus de 1,2 million d'Ukrainiens sans électricité. Les frappes aériennes russes visent plus les civils que les militaires, ce qui se traduit par un nombre élevé de victimes civiles en Ukraine. Selon les données recueillies par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, la Russie a infligé 56 550 pertes civiles à l'Ukraine jusqu'au 30 et 1 janvier 2026 point. Cela se décompose en 15 172 civils tués et 41 378 blessés. Et ce ne sont là que les pertes que l'ONU a pu confirmer. Dire que les frappes aériennes sont la seule cause de ces pertes serait inexact. Mais elles en sont sans doute le principal facteur, car missiles, drones et bombes russes frappent les villes ukrainiennes presque chaque semaine. Fyodorov précise que l'Ukraine dispose déjà d'un plan pour réduire l'impact des attaques aériennes russes, dont l'achèvement conclura la première étape de la stratégie ukrainienne en 3 phases. La mise en place d'un système de défense aérienne multiniveau compact et la montée en puissance des intercepteurs ont déjà débuté. D'importants changements organisationnels ont commencé, déclare Fyodorov, ajoutant que lorsque l'espace aérien est sécurisé, le pays fonctionne. La mention des intercepteurs est importante. L'un des rôles clés des drones d'attaque russes, outre les dégâts qu'ils causent s'ils atteignent leur cible, est de épuiser les ressources de défense aérienne ukrainienne. Un drone de type Shahed ne coûte à la Russie qu'environ 35 000 $ à fabriquer, et ce n'est certainement pas le genre de cible sur laquelle l'Ukraine souhaite gaspiller un missile de défense aérienne, qui pourrait coûter 5 ou 10 fois plus cher. Il serait bien préférable pour l'Ukraine de mettre au point une forme de défense aérienne qui lui permette d'abattre les drones de type Shahed avec une arme moins coûteuse à fabriquer. Ce qui signifie que la Russie gaspille plus d'argent qu'elle ne parvient à en faire perdre à l'Ukraine avec chacune de ses vagues de drones. Voici le drone intercepteur. Le média United 24 a rapporté le 24 février que l'Ukraine a considérablement augmenté l'efficacité de ses drones intercepteurs, qui sont désormais responsables de la destruction de 30% des projectiles que la Russie lance contre l'Ukraine. Chacun de ces drones est peu coûteux et peut être produit à grande échelle, l'Ukraine ne dépensant que de 3 000 à 5 000 $ par unité. En d'autres termes, un intercepteur qui détruit un drone de type Shahed permet non seulement de potentiellement sauver une cible à l'intérieur de l'Ukraine, mais coûte également 35 000 $ à la Russie. Multipliez cela par des milliers de Shaheds détruits, et l'Ukraine dépense peu pour creuser un grand trou dans le trésor de guerre russe. Cela pourrait être un indice pour la 3e étape de la stratégie ukrainienne. Mais avant, abordons la 2e étape. Avec le ciel protégé, idéalement au point où l'Ukraine atteint un taux d'interception de 95% pour les projectiles russes, les civils et les soldats ukrainiens au sol peuvent travailler avec un peu moins de peur. Ils peuvent aussi se concentrer sur l'objectif de faire payer cher à la Russie chaque territoire conquis en Ukraine, en vie humaine et matérielle. L'idée est qu'une défense meurtrière équivaut à une forte offensive, forçant la Russie à dépenser bien plus de ressources qu'elle n'en a. Et c'est la 2e étape. Saigner la Russie à blanc sur terre, en mer et dans le cyberespace. Le premier de ces domaines semble être la priorité principale de Fyodorov, comme il l'explique dans son message sur Telegram. La ligne de front tient grâce à l'héroïsme inébranlable des soldats ukrainiens. L'ennemi paie cher chaque kilomètre de terre ukrainienne. Dans la région de Donetsk, il y a 156 soldats par kilomètre carré. Notre référence est de plus de 200 occupants tués par kilomètre carré, déclare Fyodorov. La logique ici est assez simple. La Russie dispose de X soldats. Si l'Ukraine peut en détruire Y, ce qui est plus que X par kilomètre carré, alors elle anéantit complètement l'armée russe. L'Ukraine doit encore progresser pour atteindre cet objectif. En 2025, la Russie a réussi à capturer 4 831 km² en Ukraine, selon l'Institut pour l'étude de la guerre, ou ISW. Ce chiffre peut être discutable, car la Russie a pris l'habitude de revendiquer faussement la capture de territoires qu'elle n'avait pas réellement conquis, vers la fin de 2025, alors que Poutine s'efforçait d'obtenir un certain levier à utiliser lors des pourparlers de paix. En prenant ce chiffre pour acquis, on peut calculer le taux de perte russe par kilomètre carré en 2025. Selon le Centre d'études stratégiques et internationales, la Russie a subi environ 415 000 pertes l'année dernière. Si l'on divise ce chiffre par 4 831, on obtient un taux de perte de près de 86 soldats russes par kilomètre carré. Fyodorov veut plus que doubler ce taux. Est-ce même possible ? Si l'on en croit les premiers mois de 2026, l'Ukraine est peut-être déjà sur la bonne voie. Selon un rapport de l'ISW publié le 20 février, la Russie a saisi
572 km² de l'Ukraine entre le 1er janvier et ce que l'on suppose être le 19 février, puisque l'ISW aurait eu besoin de temps pour compiler son rapport avant la publication du 20 février. Cela représente 50 jours de combat, durant lesquels la Russie a réussi à occuper 11,44 km² de l'Ukraine par jour. Multipliez ce chiffre par les 31 jours de janvier et vous obtenez 354,64 km. Selon Al Jazeera, l'Ukraine estime que la Russie a subi 30 et 1680 pertes en janvier. Un calcul rapide montre que le taux de perte russe par kilomètre carré gagné atteint maintenant 89,3. Ce n'est pas une grande hausse par rapport à 2025, mais cela reste une augmentation. C'est la première étape vers l'objectif ukrainien de 200 pertes par kilomètre carré souhaité par Fyodorov. Il y a aussi un petit rebondissement dans cette histoire que nous allons révéler dans un instant. Le ministre de la Défense ukrainien affirme que le chiffre magique de 200 représente le taux d'attrition nécessaire pour empêcher toute avancée russe en Ukraine. Jusqu'à 200, chaque augmentation du nombre de pertes par kilomètre carré obligera au moins la Russie à ralentir. Avoir des objectifs ambitieux n'est pas un problème, et l'Ukraine sait ce qu'elle doit faire pour rendre l'invasion de Poutine trop coûteuse en ressources humaines pour la Russie. Des signes montrent que l'Ukraine est en bonne voie pour forcer la Russie à faire des choix difficiles sur les effectifs. Le recrutement en Russie semble s'effondrer. Selon le Télégraphe, des analystes occidentaux estiment que la Russie recrute moins de soldats qu'elle n'en perd depuis les 3 derniers mois de la guerre, jusqu'en février. D'après ce média, la Russie recrute environ 35 000 soldats par mois. Mais attendez une seconde. Vous que l'Ukraine elle-même a estimé que la Russie avait perdu 30 et 1680 hommes. Si c'est le cas, alors 35 000 recrues par mois signifie que le recrutement russe dépasse ses pertes. Voici l'élément surprenant évoqué plus tôt. Avant de poursuivre, vous suivez l'émission militaire qui offre une vue d'ensemble, pas seulement les titres. Assurez-vous d'être abonné à la chaîne pour toujours garder une longueur d'avance. Il y a donc quelque chose d'étrange avec les chiffres que nous venons de partager. Et ce quelque chose, c'est que 30 et 1680 n'est en fait pas le nombre de pertes de la Russie pour janvier 2026. C'est le nombre de morts russes. En résumé, ces soldats ont été complètement éliminés du champ de bataille. C'est fini pour eux. Ils ne reviendront jamais. Morts! Lorsque vous ajoutez les autres pertes, qui incluent les blessés et les soldats faits prisonniers de guerre, le taux de perte de la Russie est en réalité plus proche de 40 000 soldats par mois. Intégrons ce chiffre dans les calculs que nous avons partagés plus tôt. Si la Russie a perdu 40 000 soldats pour les 354,64 km² qu'elle a gagnés en janvier, en supposant que nos moyennes sont correctes, cela place le taux réel de perte de la Russie à 112,7 par km². Ce n'est pas encore les 200 espérés par Fyodorov, mais on s'en rapproche. Si l'Ukraine parvient à intensifier la destruction des forces russes tout au long de 2026, l'objectif ambitieux de 200 pertes par km² pourrait bientôt sembler moins utopique et davantage comme une réalité à laquelle la Russie n'a absolument aucune réponse. Selon Artem Belenkov, qui est le chef d'état-major du redoutable bataillon Némésie de l'Ukraine, l'objectif de l'Ukraine est désormais d'élargir ses zones mortelles, ses défenses infestées de drones qui déciment déjà les soldats russes. L'objectif est d'allonger ces zones de 25 km, soit environ 15,5 miles. Si les Russes atteignent notre position, ils devraient être totalement épuisés et avoir marché pendant 20 à 25 km, explique Belenkov à Euractiv. C'est logique. Plus les soldats russes avancent dans les zones de tir, plus l'Ukraine a de temps pour les repérer et les éliminer avant qu'ils n'atteignent les positions fortifiées. La mort attend déjà la grande majorité des Russes qui s'aventurent dans ces zones de tir. Élargir et rendre ces zones plus meurtrières aidera l'Ukraine à atteindre près de 200 pertes russes par km² occupé. Fyodorov expose aussi d'autres idées dans son message sur Telegram. Nous connaissons la voie à suivre. Une liste claire de solutions et de projets existe, de l'amélioration du système d'achat, à l'achèvement de la réforme de fonds et à la transformation des systèmes de formation et de commandement fondés sur les données, affirme le ministre ukrainien de la Défense. Une profonde transformation de la structure militaire ukrainienne est en cours. Si cette transformation rend les unités plus efficaces, améliore l'utilisation des données et accélère les achats, cela entraînera encore plus de pertes russes. Chacune de ces pertes coûte de l'argent à la Russie, tout comme la perte de matériel qui les accompagne souvent. Et cela nous amène naturellement à la troisième phase de la stratégie en 3 volets, qui verra l'Ukraine s'appuyer sur quelque chose qu'elle fait depuis des mois maintenant.
priver la Russie des ressources économiques dont elle a besoin pour se battre. Fyodorov sait aussi bien que quiconque que la Russie peut toujours acheter plus tant qu'elle a de l'argent. Les primes à la signature peuvent être relevées pour attirer des volontaires, qui seraient sinon restés bien loin de l'Ukraine. L'argent permet à la Russie de produire des missiles et armes utilisées contre l'Ukraine. Si vous coupez les artères qui injectent de l'argent en Russie, vous créez un État qui ne peut pas financer l'invasion insensée de Poutine. La guerre se poursuit car la Russie a les moyens de financer des missiles, des drones, des contrats pour les soldats, et la propagande, affirme Fyodorov. Et la raison pour laquelle la Russie peut dépenser autant pour toutes ces choses tient à sa ressource la plus importante, le pétrole. Ainsi, la troisième partie de la stratégie en 3 volets de l'Ukraine consistera à travailler avec ses partenaires pour cibler directement la flotte fantôme russe. La Russie le vend partout dans le monde grâce à ce qu'on appelle la flotte fantôme. C'est à partir de ce budget que la guerre est financée. Si ce canal est coupé, les ressources pour la guerre seront fortement réduites. Que faut-il faire ? Des sanctions plus fortes, une coordination avec les partenaires, une stratégie pour contrer la flotte fantôme, des actions conjointes avec les partenaires en mer, dit Fyodorov, et il est absolument sur la bonne voie. La flotte fantôme est le principal soutien de la Russie depuis l'invasion de Poutine. Alors que les sanctions pesaient lourdement sur la Russie, Poutine a constitué une flotte de pétroliers vieillissants que la Russie utilise depuis des années pour contourner les sanctions. Les chiffres sur la flotte fantôme restent flous, ce qui n'étonne pas vu sa nature. En décembre dernier, les médias United 44 ont rapporté que la flotte fantôme comptait plus de 1240 navires, qui transportent ensemble environ 69% de tout le pétrole russe exporté par voie maritime vers d'autres pays. Selon le Centre d'études stratégiques et internationales, la flotte douteuse de la Russie génère chaque année entre 87 et 100 milliards de dollars de revenus, dont la totalité peut être taxée par le Kremlin pour alimenter l'appétit vorace de Poutine pour l'invasion de l'Ukraine. Invasion. L'Ukraine doit tarir cette source vitale économique. Détruire la flotte fantôme n'est pas vraiment une option, même si l'Ukraine a déjà connu un certain succès par le passé, avec des attaques contre des navires de la flotte fantôme, notamment lors d'une frappe en décembre contre le Kendil, au cours de laquelle l'Ukraine a envoyé des drones en mer Méditerranée. Plus de 1200 navires, c'est une quantité énorme. La Russie peut aussi en acheter davantage, d'autant plus qu'elle achète des pétroliers vieillissants qui sont à peine en état de naviguer, ce qui lui permet d'obtenir ces navires de la flotte fantôme à des prix cassés. Comme le souligne Fyodorov, il faut renforcer la coopération entre l'Ukraine et ses partenaires pour compliquer le transport de pétrole par la flotte fantôme vers les clients de la Russie. Les sanctions et blocus aident, bien que la Russie les contourne souvent en changeant de pavillon et créant des sociétés écrans pour masquer l'origine des navires de la flotte fantôme. Les saisies isolées font aussi la une, comme le souligne le Royal United Services Institute, mais elles ne suffisent pas à arrêter toute la flotte. Selon le RUSI, l'Occident doit arrêter de faciliter la flotte fantôme en vendant des pétroliers et en permettant à la Russie de contourner les sanctions. La Grèce, membre de l'UE, appliquant les sanctions contre la Russie, a aussi aidé cette dernière à former sa flotte fantôme en lui vendant des navires. Pour le RUSI et l'Ukraine, un vrai changement viendra seulement si l'Occident appuie ses discours sur la flotte fantôme par des actes concrets. Quelques mesures positives ont été prises. Par exemple, le groupe des 7 nations a créé un groupe de travail sur la flotte fantôme, à laquelle se sont joints les 8 pays nordiques et baltes, afin de créer un réseau de pays engagés à lutter contre la flotte fantôme. Le RUSI précise que ces task forces devraient inclure les pays de la mer de Chine méridionale, où la flotte fantôme agit librement et menace le trafic maritime. En bref, il reste encore beaucoup à faire. Si l'Ukraine complète les 2 premières phases de son plan, elle pourra mieux coopérer avec ses partenaires pour affaiblir durablement la flotte fantôme. Une campagne coordonnée de saisie et de fermeture des failles privera la Russie de milliards de dollars de vente de pétrole, argent que le Kremlin ne pourra pas taxer, alors que son déficit budgétaire risque déjà de tripler l'objectif officiel pour 2026. Toute pression économique que l'Ukraine inflige à la Russie affaiblit la machine de guerre de Poutine. Selon Fyodorov, l'Ukraine souhaite rendre l'invasion aussi économiquement insoutenable pour la Russie que militairement. En début de vidéo, nous vous avons demandé de rester jusqu'à la fin pour découvrir comment l'Ukraine concrétisera ce plan. La question est maintenant, comment réaliser un plan en 3 étapes ? En construisant un processus de mise en œuvre en 3 étapes. Pour conclure sur Telegram, Fyodorov a présenté 3 actions essentielles pour que l'Ukraine réalise ses plans ambitieux. Tout d'abord, renforcer les partenariats. Une coopération bénéfique pour un record d'aide internationale cette année.
L'achat de drones, des paiements stables à l'armée, le renforcement des défenses aériennes ainsi que les autres besoins des systèmes de défense sont les priorités de la première phase, selon Fedorov. Ajoutez l'intention de l'Ukraine face à la flotte fantôme et vous avez un pays qui sait que renforcer ses liens avec ceux qui s'opposent à ce que fait Poutine affaiblira fortement la Russie. La deuxième étape vise à garantir que l'Ukraine garde son avance technologique sur la Russie. Être au moins 10 longueurs d'avance sur l'ennemi à chaque cycle technologique. Maintenir le leadership dans la guerre de l'innovation. C'est ainsi que Fedorov le formule. Et c'est un domaine dans lequel l'Ukraine a excellé. Comme le dit l'intérêt national, l'Ukraine s'est transformée en un porc-épic d'acier qui pique la Russie à chaque fois que Poutine ordonne une attaque. L'innovation constante a défini tout ce que fait l'Ukraine, au point qu'environ 80% des pertes infligées à la Russie par l'Ukraine sont causées par des véhicules sans pilote. Grâce à son plan de drone intercepteur, l'Ukraine oriente désormais cette innovation vers sa défense aérienne. D'autres viendront avec le développement de nouveaux véhicules sans pilote et l'adoption croissante de l'intelligence artificielle par l'Ukraine, bien au-delà des capacités russes. L'Ukraine doit maîtriser les mathématiques de la guerre. Plus l'Ukraine a de données, plus elle peut nuire à la Russie. Le système EBAL via Delta nous fournit déjà des données de haute qualité du champ de bataille. La prochaine étape est de faire des données une force décisive pour voir, réfléchir et frapper plus vite et précisément, affirme Fedorov. Grâce aux données, l'Ukraine peut voir les frappes aériennes arriver. Elle peut en apprendre plus sur les navires de la flotte fantôme, collaborer avec ses partenaires pour les neutraliser et évaluer l'efficacité de ses efforts et ce qu'elle doit ajuster pour atteindre l'objectif de 200 pertes russes par kilomètre carré. Les données sont essentielles pour l'Ukraine et stimulent l'innovation, au cœur de la deuxième phase de sa stratégie en 3 étapes. Ce que nous constatons, c'est que Fyodorov a un plan si exceptionnel qu'il pourrait anéantir toute l'invasion russe. Dans certaines régions d'Ukraine, le plan de Fyodorov, surtout en matière d'innovation et pour infliger des pertes, est déjà bien avancé. Le groupe Lazar représente tout ce que Fyodorov souhaite voir dans l'ensemble de l'armée ukrainienne. Cachée dans des sous-sols anonymes à travers l'Ukraine, une révolution silencieuse est en train de se produire. Des volutes de fumée s'élèvent des fers à souder tandis que des hommes, travaillant à la lampe frontale, fabriquent les cartes électroniques qui contrôleront l'armée de drones FPV de l'Ukraine. Cela peut sembler insignifiant, mais la capacité de l'Ukraine à produire ces composants essentiels localement représente un tournant important dans la guerre, et cela ne leur coûte que $500 pièce. Pouvoir utiliser un drone à $500 pour détruire avec succès, par exemple, un char T-90 Mpraviv à 4 ou 5 millions de dollars ou un S-400 à 200 millions de dollars, le système de défense aérienne a réécrit les règles de l'engagement et a fourni des leçons qu'aucune armée au monde ne peut se permettre d'ignorer. Mais il y a une vulnérabilité stratégique critique. La plupart des composants utilisés par ces drones sont généralement fabriqués à l'étranger, en particulier en Chine. Cette dépendance aux composants importés est le point le plus faible de la chaîne d'approvisionnement de la défense ukrainienne. Mais maintenant, en relocalisant la production de ces composants, l'Ukraine innove à nouveau d'une manière qui attire l'attention du monde entier, en particulier de la Russie, qui subira de plein fouet ces développements et est impuissante à les arrêter. Voici pourquoi l'effort de l'Ukraine pour des drones sans composants chinois est crucial, non seulement pour elle, mais aussi pour les armées mondiales. Peu d'évolutions militaires récentes égalent l'ampleur et la rapidité de la transformation du secteur des drones en Ukraine. En 2022, on estime que l'Ukraine a produit seulement entre 3000 et 5000 drones au total. En 2024, ce chiffre avait grimpé à 2,2 millions avec une estimation de 4,5 millions produits en 2025. À la limite supérieure, cela représente une croissance multipliée par 900 en seulement 3 ans. Pourtant, sous ce miracle industriel se cache une vulnérabilité stratégique majeure. Presque tous les composants des drones venaient principalement de Chine, et malgré toutes ces nombreuses affirmations sur sa neutralité dans la guerre en Ukraine, la Chine entretient un partenariat stratégique global avec la Russie, et non avec l'Ukraine. Au début de la guerre, les producteurs ukrainiens achetaient presque toutes les pièces qu'ils utilisaient pour assembler leurs drones auprès d'entreprises chinoises. En fait, en 2023, Kiev a acheté 60% de la production mondiale de quadricoptères Mavic de la société DJI Technology. Le Mavic est le quadricoptère standard de l'industrie, aussi bien pour un usage civil que militaire en FPV, et sa famille de drones DJI détient jusqu'à 90% du marché américain des drones commerciaux et 80% du marché mondial des drones grand public.
De plus, les entreprises étrangères voulant fabriquer leurs drones dépendent aussi largement de la Chine pour les composants. Par exemple, les petites batteries lithium-ion produites par Contemporary Amperex Technology Company Limited, le plus grand fabricant de batteries au monde en termes de capacité. Et c'est ainsi que cela s'est passé en Ukraine. La production de drones en Ukraine avec des composants chinois se déroulait bien jusqu'à ce que cela cesse soudainement. En juin 2023, la Chine a décidé de restreindre l'exportation de ses drones longue portée pesant plus de 7 kg vers l'Ukraine et la Russie. La Chine a déclaré que ces mesures visaient à empêcher l'utilisation de ces drones dans la guerre. Cependant, cette justification sonne creux, étant donné que la Chine a continué de fournir à la Russie des technologies à double usage stratégiquement importantes, comme des semi-conducteurs et des moteurs de drones, dans le cadre de son partenariat sans limite avec Moscou. L'Ukraine ne reçoit pas les mêmes avantages. Puis, pour aggraver les choses, le 1er septembre 2024, la Chine a imposé des restrictions à l'exportation de drones fabriqués en Chine et de composants de drones vers l'Ukraine et la Russie, y compris les contrôleurs de vol, les cadres en carbone, les moteurs, les modules radio et les caméras de navigation. C'était un sérieux coup dur pour la production de drones ukrainiens. Jusqu'à ce moment-là, selon Oleksiy Grebin, il n'y avait pas de producteurs nationaux de composants de drones et personne n'y pensait. Grebin est le PDG de Motor-G, le plus grand producteur ukrainien de moteurs électriques pour drones aujourd'hui. À partir de 2023, il a fallu 7 mois à Motor-G pour construire son prototype et 1 an et demi pour lancer la production de masse. À la fin de 2025, la production de Motor-G approchait les 100 000 moteurs par mois, principalement pour des drones FPV et des drones à fibre optique légèrement plus grands, nécessitant des châssis allant jusqu'à 15 pouces. Mais Motor-G est loin d'être la seule entreprise ukrainienne à fabriquer des composants de drones localement. Dès les premières interdictions d'exportation chinoises, l'Ukraine s'est tournée vers ses partenaires américains et européens pour trouver des alternatives. Mais cela s'est avéré loin d'être une solution idéale. En fin de compte, la domination de la Chine sur le marché mondial des composants de drones est si décisive que la plupart des fournisseurs européens des composants nécessaires ne les fabriquent pas eux-mêmes. Ils sont essentiellement des intermédiaires pour les entreprises chinoises. Cela crée 2 problèmes, une disponibilité limitée et des prix plus élevés. Les composants sont souvent indisponibles et lorsqu'ils le sont, ils font l'objet de prix abusifs. Des rapports indiquent que certains prix de composants ont triplé depuis l'imposition des sanctions chinoises. En ce qui concerne les moteurs de drones, par exemple, Grebin dit que l'UE n'en a aucun. Certaines marques sont en fait fabriquées en Chine. Nous avons discuté avec des représentants de 3 pays qui souhaitent localiser leur propre production de moteurs, mais pour l'instant, ils n'en sont même pas encore au stade de la planification, a-t-il déclaré au Kiev Independent en août 2025. Donc, Motor-G a commencé à fabriquer ses propres moteurs, même si des composants comme les aimants et les testeurs de tension doivent encore, pour la plupart, être achetés en Chine. Une autre entreprise ukrainienne qui contourne les sanctions chinoises en produisant des composants localement est le fabricant de drones FPV guidés par câble à fibre optique, ASTA, ce qui signifie lance en latin. ASTA imprime en 3D les bobines et les boîtiers pour le câble à fibre optique. Le câble est passé à travers des lads fabriqués en Ukraine, reconfigurés avec un moteur qui guide la ligne en douceur d'un côté à l'autre, un peu comme le mécanisme d'une machine à écrire. Selon le fondateur de Asta, identifié uniquement comme Andriy pour des raisons de sécurité, la production ukrainienne se développe également pour la vision thermique, les contrôleurs, les moteurs, les châssis, pas de caméra pour l'instant, mais il y en aura bientôt aussi. Maintenant, l'un des composants les plus cruciaux dans les drones FPV est bien sûr les cartes de circuit imprimées, qui servent de système nerveux central à l'appareil. Ces cartes assurent la stabilisation du vol, la distribution d'alimentation et la transmission rapide des données. Elles agissent comme le cerveau du drone, traitant les données des capteurs provenant des gyroscopes et des accéléromètres pour ajuster la vitesse des moteurs en temps réel, assurant ainsi que le drone reste équilibré et réponde aux commandes du pilote. Comme beaucoup de composants des drones FPV, ces cartes provenaient généralement de Chine. Désormais, comme dit en début de vidéo, elles sont produites en Ukraine. Ils le font si efficacement qu'une des entreprises qui les fabrique a été choisie pour un programme lucratif du Pentagone visant à dominer le secteur des drones. En fait, 2 entreprises ukrainiennes ont été sélectionnées parmi les 25 entreprises invitées à participer à un test d'endurance en février 2026, la première étape du processus du Pentagone. Ils ont sélectionné 11 entreprises à l'issue du test d'endurance, dont Ukrainian Defense Drones Tech Corporation. L'autre entreprise ukrainienne du test d'endurance, General Cherry, n'a pas été retenue.
Les 11 finalistes, dont 8 fabricants américains et 2 britanniques, sont pressentis pour recevoir d'importantes commandes des forces armées américaines. Le Pentagone prévoyait d'attribuer un total d'environ 150 millions de dollars en commandes après le premier test d'endurance pour 30 000 drones kamikazes qui doivent être livrés aux unités militaires au cours des 5 prochains mois. La sélection de l'entreprise ukrainienne au programme témoigne d'une grande confiance dans les avancées ukrainiennes sur les drones. Mais peut-être plus significatif encore, c'est la reconnaissance de l'importance stratégique de ces technologies sur la scène internationale. Ce ne sont pas seulement les développeurs de drones ukrainiens qui dépendent dangereusement de la chaîne d'approvisionnement chinoise. La domination écrasante de la Chine dans la fabrication de composants de drones confronte tous les fabricants mondiaux au même problème. Et pour les nations occidentales, dépendre de l'approvisionnement en composants essentiels provenant d'un adversaire majeur ne peut être considéré que comme une vulnérabilité stratégique majeure. Les producteurs occidentaux de drones ont été affectés par les sanctions et les restrictions chinoises à l'exportation, tout comme l'Ukraine. En octobre 2024, par exemple, la Chine a interrompu la vente de batteries de drones à Skydio, le plus grand fabricant américain de drones commerciaux, en raison des ventes de l'entreprise à Taïwan. L'interdiction a freiné la capacité de production de Skydio, obligeant l'entreprise à utiliser des batteries russes jusqu'au printemps 2025 et limitant ainsi l'approvisionnement de drones américains disponibles pour l'Ukraine. Mais il n'y a pas que les drones. Le contrôle de la Chine sur de nombreuses chaînes d'approvisionnement critiques constitue une vulnérabilité stratégique majeure pour de nombreux systèmes d'armes occidentaux. Prenez par exemple le quasi-monopole de la Chine sur le raffinage des terres rares et la production d'aimants. Rien qu'aux États-Unis, 80 006 composants répartis sur 1908 systèmes d'armes dépendent de matériaux contrôlés par Pékin. Cette domination permet à la Chine d'utiliser les chaînes d'approvisionnement comme armes, menaçant de bloquer ou retarder la production d'actifs essentiels comme les avions de chasse F-35, les sous-marins de classe Virginia et les missiles à guidage de précision par des licences d'exportation et des restrictions. De nouveaux contrôles chinois, introduits en 2025 en réponse à la guerre tarifaire du président Donald Trump, exigent des licences pour les exportations, contenant même des traces de terres rares d'origine chinoise, bloquant ainsi efficacement les équipements fabriqués à l'étranger qui utilisent la technologie ou les matériaux chinois. Ces contrôles ont fait monter les prix du gallium, créant de l'incertitude dans la chaîne d'approvisionnement et un risque d'arrêt pour les entreprises de défense. Selon Trent M. Menke, qui dirige une équipe de l'unité d'innovation de la défense du Pentagone chargée d'approuver les drones à usage militaire, la Chine pourrait paralyser l'industrie mondiale du drone pendant 1 an. C'est une question de sécurité nationale pour les États-Unis et tout l'Occident. Comme si cela n'était pas déjà assez inquiétant, les perturbations continues de la chaîne d'approvisionnement mondiale, résultant du blocus du détroit d'Ormuz par l'Iran, n'ont fait qu'accroître l'incertitude autour de la chaîne d'approvisionnement. Les prix du pétrole sont passés d'environ 60 à 70 $ pour le Brent, de référence à environ 100 $, provoquant une hausse de l'inflation dans le monde entier. Cependant, les perturbations de l'approvisionnement en matériaux essentiels à la défense, comme l'aluminium, entraînent une hausse des prix et rendent les ruptures quasi inévitables. Tout cela souligne de façon poignante une chose, l'importance de la souveraineté, en particulier sur l'approvisionnement en matériaux critiques. En réduisant considérablement sa dépendance à l'égard de l'approvisionnement en composants de drones en provenance de Chine, l'Ukraine ne fait pas qu'innover. Elle accroît fortement sa résilience et sa capacité à porter le combat en Russie indéfiniment. Comme nous le verrons, la Russie peut faire très peu à ce sujet. Maintenant, même si la Russie est peut-être impuissante à empêcher l'Ukraine d'innover, vous pouvez tout à fait découvrir pourquoi. Ici, sur The Military Show, nous ne faisons pas que couvrir les dernières actualités militaires, nous expliquons pourquoi elles sont importantes. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Ne vous y trompez pas, le modeste drone d'attaque FPV à 500 $ est un élément clé de la résistance continue de l'Ukraine. Les systèmes haut de gamme, comme le système de défense aérienne MIM-104 Patriot des États-Unis, font souvent la une des journaux, mais ce sont ces armes bon marché et très efficaces qui ont véritablement changé la nature de la guerre moderne. Et théoriquement, cela ne devrait pas être le cas. Sur le papier, selon presque tous les critères, la Russie domine l'Ukraine, que ce soit par sa population, sa force aérienne, sa marine ou son potentiel industriel. L'écrasante supériorité de la Russie par rapport à l'Ukraine aurait dû signifier une victoire décisive pour la Russie à ce stade. Mais cela ne s'est pas produit, loin de là. Et le modeste drone FPV à 500 $ joue un rôle majeur dans le succès continu de l'Ukraine malgré son statut d'outsider. Selon le major Robert Brovdy, chef des forces de système sans pilote de l'Ukraine, plus de 90% des pertes russes sont désormais infligées par les drones ukrainiens.
Il ne parle pas seulement du personnel. Les drones à $500 ont également détruit un grand nombre des possessions les plus précieuses de la Russie. Qu'il s'agisse des systèmes de défense aérienne S-400, Triumph valant $1,2 milliard chacun, des chars T-90M à $4,5 millions chacun, ou des avions de détection et de contrôle Beriev A-50 Mainstay à $300 millions chacun. Des bombardiers stratégiques Tupolev Tu-22M3 Backfire valant $100 millions chacun, ou des drones de reconnaissance haut de gamme SCAT 450 à $400 000 chacun. Aucun n'est à l'abri face à ces tueurs miniatures. Plus important encore, les drones à $500 de l'Ukraine ont rééquilibré le champ de bataille face au principal désavantage ukrainien dans la guerre, le manque d'effectifs. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, l'Ukraine s'est retrouvée en infériorité numérique, tant en munitions d'artillerie qu'en effectifs. Les soldats en première ligne ont ainsi modifié des drones chinois bon marché en bombardiers improvisés, une innovation décisive. Comme s'en souvient Ignat Bouyakin, fondateur de Ukrainian Defense Drones, le pays a été sauvé par des drones à $500, et ce n'est guère une exagération. Des dizaines de milliers d'équipements et des centaines de milliers de soldats russes ont été touchés et mis hors d'état de nuire par les drones FPV ukrainiens. Au fil de la guerre, l'effet multiplicateur de ces armes bon marché, capables de neutraliser des systèmes bien plus coûteux, est devenu impossible à ignorer pour les deux camps. Les drones FPV ont commencé comme des caméras volantes. Aujourd'hui, ce sont aussi des systèmes de frappe précis, rapides et maniables, contrôlés par l'opérateur à l'aide de lunettes de réalité virtuelle qui donnent l'impression d'être dans le cockpit du drone. Ce système de contrôle permet aux pilotes de réaliser des manœuvres très complexes, de poursuivre des cibles ou de voler dans des zones difficiles comme les entrées de bunkers ou l'espace entre le châssis et la tourelle d'un char T-90M. Leur efficacité sur le champ de bataille est indéniable et le rapport coût-efficacité pour neutraliser une cible est trop avantageux pour être ignoré. Ainsi, l'Ukraine et la Russie ont accru leur production à des niveaux industriels. Après avoir pris du retard pendant la majeure partie de 2023 et 2024, la Russie semble avoir rattrapé son retard au cours de l'année écoulée, du moins en termes de production. Si les estimations actuelles sont exactes, la production actuelle de la Russie, d'environ 19 000 drones FPV par jour, soit un peu moins de 7 millions par an, est probablement équivalente à celle de l'Ukraine à l'heure actuelle. Donc maintenant, la course est lancée. Des deux côtés de la ligne de front, les deux belligérants cherchent à augmenter le nombre et la puissance de leur système de drones. Et, comme vous pouvez l'imaginer, étant donné l'importance de ces systèmes sur le champ de bataille, toute perturbation de l'approvisionnement en composants de drones représente un risque inacceptable. C'est pourquoi la capacité de l'Ukraine à fabriquer des drones sans composants chinois est un progrès majeur pour elle et pour l'Occident. Comme l'a expliqué Brovdi, face au risque d'approvisionnement en composants depuis la Chine, qui nous est hostile, la priorité est de les produire en Ukraine. Il ajoute que la force du fabricant ukrainien réside dans le fait que la substitution aux importations a déjà eu lieu. L'innovation ukrainienne ne se limite pas aux moteurs et circuits imprimés. Les ingénieurs et développeurs ukrainiens s'efforcent de relocaliser tout le processus de fabrication des drones. Cela leur accorderait une souveraineté totale sur les drones, ce que seule la Chine peut aujourd'hui revendiquer. Selon Bouyakin, lorsque la production de drones de défense ukrainiens a commencé en 2023, tous les composants étaient chinois. Moins d'un an après, la production des cadres en carbone et des antennes était aussi localisée. L'entreprise produit actuellement jusqu'à 15 000 antennes par jour, ce qui souligne l'ampleur de la localisation et l'expérience accumulée. Mais il n'en avait pas encore fini. D'ici 2025, l'entreprise avait élargi sa production pour inclure des contrôleurs de vol, des régulateurs de vitesse, des modems radio et des systèmes de transmission vidéo. Désormais, tous ces composants sont fabriqués en Ukraine, sauf les caméras. Même dans ce cas, Bouliakin dit que la technologie pour la production de caméras de drones FPV existe déjà en Europe. Cependant, à ce jour, l'entreprise les achète à une autre société ukrainienne qui les fabrique à partir de pièces européennes. Pourtant, cette localisation progressive et régulière de la production est un exemple frappant de la manière dont l'Ukraine transforme les défis en opportunités et construit son indépendance technologique étape par étape. Cela pourrait être déterminant dans la guerre. Plus l'Ukraine est capable de produire elle-même ses besoins en matière de défense, plus elle devient une nation indépendante et, en fin de compte, souveraine. Ce n'est pas seulement un avantage tactique. La souveraineté en défense offrirait à l'Ukraine un levier essentiel si jamais de véritables négociations de paix finissaient par avoir lieu pour mettre fin au conflit. Comme le dit le colonel Pavlo Polissa, chef adjoint du bureau du président de l'Ukraine et conseiller militaire,
Si nous importons, cela signifie la dépendance, et toute dépendance signifie une position affaiblie. Cela comprend la dépendance aux partenaires. En ce qui concerne les drones à faible coût et faciles à produire à grande échelle, il est déjà probable que ce soit l'Ukraine qui aide les États-Unis et non l'inverse, et que cela reste ainsi pendant un certain temps. Comme l'a récemment admis Stacey Pettyjohn, directrice du programme de défense au CNAS, nous, les États-Unis, sommes vraiment en retard. Chaque drone ici est inférieur en qualité et coûte plus cher que les drones DJI. Nous n'avons pas la base industrielle capable de les produire pour le moment. L'Ukraine bénéficie d'un soutien croissant en matière de drones de ses partenaires européens grâce à plus d'engagement et de co-entreprises de production. Mais il n'est pas certain que ces partenaires puissent égaler les drones chinois ou ukrainiens en termes de coût, ni qu'ils puissent augmenter la production au volume dont l'Ukraine a besoin. Selon le premier vice-ministre de la Défense de l'Ukraine, Ivan Havrilyuk, l'Ukraine produit déjà jusqu'à 200 000 drones FPV par mois et doit continuellement renouveler sa flotte. Mais selon le ministre de la Défense, Denis Shmyhal, l'Ukraine doit produire le double de cette quantité, soit 400 000 systèmes sans pilote par mois pour rivaliser avec la Russie. C'est parce que l'Ukraine perd environ 10 000 drones par mois, et il faut en moyenne 34 drones FPV pour neutraliser une cible avec succès, ce qui souligne l'ampleur des besoins de manière continue. Il y a aussi le fait gênant que, tout comme en Ukraine, les drones européens ou américains contiennent presque certainement également une multitude de composants chinois. Ils restent aussi vulnérables aux perturbations d'approvisionnement et au contrôle d'exportation chinois. La domination chinoise sur le marché des composants de drones est telle qu'il est discutable qu'il soit possible de produire un drone entièrement non chinois. Par exemple, les drones de défense ukrainiens utilisent des cadres en carbone fabriqués localement, mais le carbone, bien moins cher, provient souvent de Chine. Les batteries qui alimentent les drones sont également encore en grande partie produites en Chine, qui, comme nous l'avons vu, domine les chaînes d'approvisionnement pour les matériaux de batterie comme le lithium et les terres rares. L'industrie mondiale des drones dépend toujours d'importations cruciales, comme les sels de lithium, aimants en néodyme, puces de navigation et capteurs thermiques, dont la Chine contrôle presque totalement l'approvisionnement. En effet, selon le Conseil ukrainien de l'industrie de la défense, une association professionnelle des fabricants d'armes locaux, seulement 5% de ses entreprises membres, y compris plusieurs des plus grandes du pays, ont déclaré ne pas utiliser de composants fabriqués en Chine. En comparaison, 28% des entreprises membres ont déclaré ne pas utiliser de composants fabriqués à Taïwan et 40% ont déclaré ne pas utiliser de composants fabriqués aux États-Unis. Pour l'Ukraine, les enjeux sont trop importants pour laisser une telle vulnérabilité stratégique sans réponse. Vu l'importance capitale des drones FPV pour l'armée ukrainienne, il est inconcevable de dépendre de chaînes d'approvisionnement fragiles pour des pièces clés. Pour réduire ce risque, il faut produire localement autant que possible et diversifier les autres sources. Et c'est exactement ainsi que l'Ukraine aborde le problème, avec déjà un succès considérable. En 2024 encore, la plupart des drones ukrainiens étaient assemblés à partir de composants presque entièrement chinois. À la fin de 2025, la part des composants chinois dans les drones ukrainiens était tombée à environ 38% selon le Conseil ukrainien de l'industrie de la défense et le groupe de réflexion de l'Institut de l'île aux serpents. Cette dynamique impressionnante met en avant l'innovation, le travail intensif et les investissements dans la production nationale de composants de drones en Ukraine. Et les partenaires de l'Ukraine en prennent note. Beaucoup prennent eux-mêmes des mesures pour réduire leur dépendance à la Chine et transfèrent leur chaîne d'approvisionnement vers des pays partenaires quand c'est possible. La loi de l'UE sur les matières premières critiques, par exemple, vise à réduire la dépendance de l'UE aux importations et à développer ses propres capacités d'extraction et de traitement de ces matériaux. Comme dans bien d'autres domaines, les partenaires de l'Ukraine profitent de son ingéniosité pour localiser la production de drones. À Moscou, le président russe Vladimir Poutine observe avec anxiété, impuissant face à la souveraineté croissante de l'Ukraine dans la défense. De plus en plus de ces systèmes précieux sont détruits par des drones ukrainiens à $500 et le contrôle indirect qu'il exerçait sur leur volume de production via la Chine s'érode progressivement. Plus préoccupant encore pour Poutine, ces chaînes d'assemblage de drones FPV dépendent tout autant, sinon plus, des composants chinois que celles des autres. Actuellement, le partenariat stratégique avec la Chine offre à la Russie des échappatoires et accords secrets la protégeant des principaux risques stratégiques. Mais si jamais cet arrangement devait mal tourner, la production de drones de la Russie serait en très grande difficulté. Et l'Ukraine a une sérieuse longueur d'avance pour combler cette vulnérabilité flagrante. En parlant de Russes en grande difficulté, regardez cette vidéo sur l'armée russe proche de l'effondrement. Merci d'avoir regardé.